Un jeune homme se retrouve piégé dans une routine grise et monotone, travaillant chaque jour de sa vie, où chaque jour ressemble exactement au précédent. D'une certaine manière, il pensait qu'il devrait se sentir à l'aise avec une telle stabilité. Mais la vérité est qu'il aspirait à quelque chose de différent. Une nuit, après être rentré du travail et avoir allumé la télévision, il est soudainement aspiré à l'intérieur de l'écran et se retrouve face à face avec la silhouette diffusée. L'homme se présente comme celui qui supervise le système solaire. Le travailleur, surpris, demande si cela fait de lui une sorte d'extraterrestre. Mais l'étranger explique que c'est plus proche d'une divinité, tout en étant quelque chose comme un gestionnaire intermédiaire de l'univers. Pendant qu'ils discutent, l'être étrange commence à se plaindre. Peu importe ce qu'il fait avec la planète appelée Ma-2, rien ne semble jamais bien se passer. Les civilisations s'effondrent encore et encore, et c'est pourquoi il a dû intervenir. Une seule goutte tombant sur Ma-2 peut créer des ondulations qui se propagent et deviennent assez fortes pour changer le monde entier. Et le superviseur du système solaire veut que cet ouvrier japonais ordinaire soit cette goutte. Au passage, il précise clairement que le pauvre homme est déjà mort. S'il refuse, son âme disparaîtra simplement pour toujours. Mais s'il choisit d'aller sur Ma-2, il ne partira pas les mains vides. Le superviseur promet de lui envoyer tous les dons qu'il désire. Ces dons sont ce qu'ils appellent des capacités spéciales. Pour donner un exemple, le superviseur note un potentiel magique extrême dans son registre. Excité par cette opportunité, le travailleur fait rapidement ses propres demandes. Il demande des compagnes féminines agréables, et la divinité l'assure qu'il en rencontrera dans le nouveau monde. De plus, ses capacités de reconnaissance seront améliorées, lui permettant d'identifier des matériaux qu'il pourra vendre pour de l'argent. Pour les stocker, il recevra une sacoche pratique. Pour communiquer, il comprendra automatiquement la langue locale. Et en prime, il recevra une variété de résistances utiles. Soudain, le corps de l'homme commence à s'effacer morceau par morceau, le terrifiant. Le superviseur lui dit qu'il est temps de partir. En regardant la liste des dons qu'il avait donnés, il réalise qu'il en a peut-être ajouté trop, mais il est déjà trop tard. L'employé de bureau autrefois ordinaire est maintenant envoyé dans un monde fantastique comme il n'en a jamais connu. Lorsqu'il ouvre les yeux pour la première fois dans cet nouvel univers, le jeune homme est stupéfait par le paysage à couper le souffle qui s'étend devant ses yeux bleus. Mais au-delà de l'émerveillement, une question se pose. Que doit-il faire maintenant? Il décide que la première étape est de chercher des gens dans cette terre étrange. Après un peu de marche, il a la chance de repérer un village au loin. Il doute de pouvoir acheter de la nourriture sans argent, mais se souvient ensuite qu'il a reçu des capacités de reconnaissance. S'il peut collecter des matériaux, il pourrait les vendre pour gagner un peu d'argent. Impatient de tester cela, il ramasse un bâton sur le sol pour l'utiliser comme baguette et crie « Activez la magie de reconnaissance ». Rien ne se passe, le laissant rouge de honte. Essayant de comprendre, il écrit le mot « recherche » dans la terre. Lorsqu'il le répète à voix haute, des symboles lumineux apparaissent, indiquant des matériaux éparpillés autour de lui. C'est alors qu'il réalise qu'il doit prononcer le mot de commande correct. Espérant analyser les choses plus en profondeur, il expérimente avec d'autres mots comme vérifier, enquêter et scanner. À sa surprise, une tentative fonctionne. Un panneau virtuel s'ouvre, décrivant les caractéristiques détaillées d'une fleur devant lui. Ravi, il commence à collecter des objets tout autour. Pourtant, il est déçu que la plupart soient de Baran. Pire encore, il ramasse ce qui s'avère être une bouse classée au niveau C, réalisant seulement après l'avoir tenue dans sa main que c'était des excréments. Cependant, cet étrange accident lui apprend quelque chose. Les matériaux échangeables apparaissent avec des icônes spéciales, et il peut les repérer en utilisant sa magie de reconnaissance. Ayant collecté une bonne quantité, il se hâte vers le village, anxieux de découvrir combien il valent avant la tombée de la nuit. À la porte du village, il trouve un garde qui semble à moitié endormi. Le garde lui demande s'il est un voyageur. Le jeune homme se présente comme Takeru, surpris par sa taille. Le garde se demande s'il pourrait être un guerrier, mais Takeru explique qu'il est seulement là pour vendre des matériaux. Le garde se présente alors comme Marlowe, patrouilleur du village de Tormi, et remarque qu'il est rare de rencontrer quelqu'un de compétent dans la collecte. Ils n'ont pas de boutique dédiée aux matériaux là-bas, mais ils ont un magasin général. La porte s'ouvre, et Takeru entre dans le village de Tormi, attirant les regards curieux des villageois le long du chemin. Arrivé au magasin, il demande au commerçant s'il serait prêt à acheter la bouse qu'il a trouvée dans la forêt. Le marchand l'inspecte et l'identifie comme des excréments de fourmiliers marteaux. Loué pour sa forme, sa force et sa couleur inhabituelle pour ce matériau, il offre 5 pièces d'argent. Incertain de la valeur, Takeru demande combien coûte une nuit à l'auberge. Pour comparaison, le marchand explique que c'est 500 rêves, une pièce d'argent valant 1000 rêves. En faisant le calcul, Takeru estime que si une nuit à l'auberge équivaut à environ 5000 yens, alors cette bouse vaut 50 000 yens. Il est stupéfait que l'homme veuille acheter une telle saleté à un prix aussi élevé. Et encore plus déconcerté en regardant le marchand frotter l'objet contre sa joue comme un jouet en peluche. Encouragé par cela, le commerçant demande avec enthousiasme à voir ce que le voyageur a apporté d'autre. À sa grande surprise, il y a des objets encore plus rares dans la sacoche de Takeru. Curieux,
il demande pourquoi le jeune homme est venu jusqu'à un endroit aussi reculé. Takeru explique qu'il voyage, collectant des matériaux partout où il va. À ce moment, le marchand ne perd pas l'occasion et propose à l'étranger un travail pour collecter du minerai de mithril dans la montagne de l'Est. Comme Takeru montre de l'intérêt et demande s'il existe une carte pour l'aider à s'aventurer dans cette région, le marchand offre d'abord 360 000 rêves pour les matériaux qu'il a apportés, ce qui, selon les calculs du garçon, équivaut à 3,6 millions de yens, une somme absurde. Mais tout n'est pas rose dans ce métier. Takeru le réalise rapidement lorsque le commerçant révèle que des monstres rôdent dans la montagne de l'Est. Après cette rencontre inhabituelle, le voyageur parvient enfin à obtenir une chambre pour se reposer. Mais tout ce qu'il voulait vraiment, c'était un bon bain avant de se coucher. Au milieu de cela, une employée de l'auberge entre dans la chambre sans attendre la permission, portant un bassin d'eau chaude qui coûte 30 rêves par utilisation, destiné aux clients pour se laver. Le géant se gratte la tête et demande s'ils n'ont pas une vraie baignoire. Mais la fille explique que seuls les nobles ont accès à quelque chose comme ça. Sinon, il pourrait essayer de trouver un mage pour le nettoyer avec de la magie. Malheureusement, il n'y en a pas à Tormy. Pas d'humeur pour plus de bavardage, Takeru lui donne les 30 rêves avec un petit pourboire, ce qui rend la fille rayonnante de bonheur. De nouveau seul, il continue de penser à cette idée d'utiliser la magie pour nettoyer le corps. Alors, il essaie de trouver un mot qui pourrait fonctionner comme un sort. Après une brève réflexion, l'homme crie le mot nettoyer. Et bien sûr, une compétence s'active, récurant le corps du garçon jusqu'à ce qu'il soit impeccable. Le cri de surprise et de joie retentit dans le couloir, assez fort pour que l'employé l'entende. Mais Takeru s'en fiche. Il est si propre et rafraîchi qu'il ne peut s'empêcher de s'admirer. Bien qu'au fond, il souhaiterait toujours avoir eu l'occasion de se prélasser dans une baignoire. Le lendemain, Takeru retourne dans la forêt autour de Tormy, et il sent qu'il commence enfin à maîtriser ce nouveau travail de collecte de matériaux à vendre. Pendant qu'il travaille, il tombe sur une icône d'épée pour la première fois et sursaute en réalisant qu'elle marque les restes d'un guerrier tombé. Son équipement est encore là. Les armes elles-mêmes ne semblent pas très impressionnantes, juste de rang bas. Pourtant, pour la paix de l'esprit, le garçon prend le temps de donner une sépulture appropriée aux défunts, creusant une tombe, offrant une prière et plantant l'épée dans la terre comme une pierre tombale. En fin d'après-midi, Takeru trace un cercle sur le sol autour de lui et prononce le mot barrière. Un bouclier magique s'active, l'entourant avant de devenir invisible. Se sentant en sécurité, le collecteur jette dans une casserole bouillante les épices qu'il a achetées au village, ainsi que des légumes sauvages ramassés dans la forêt, et complète le tout avec l'ingrédient principal, de la viande. Une fois le ragoût prêt, il goûte le bouillon et réalise que cette étrange nouvelle vie pourrait bien être la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Quand le matin arrive à nouveau, Takeru part pour la forêt des arbres blancs, également connue sous le nom de forêt des dragons anciens. La région de la montagne de l'Est où le mithril demandé par le marchand est censé se trouver. Projetant une orbe de lumière pour le guider à travers les bois sombres, le garçon devient frustré. Aucun signe de minerai, aucun signe de vie, pas même de monstre. L'endroit semble mort. Ou peut-être qu'il sent si mauvais que même les monstres refusent de le renifler. Quoi qu'il en soit, Takeru décide de sortir rapidement de la forêt et de se diriger vers la montagne. Mais la hâte mène au gâchis. Dans sa précipitation, il ne réalise pas qu'il se dirige tout droit vers une falaise. Et avec une malchance pourrie, il dégringole dans un gouffre d'une profondeur terrifiante. Dans la panique, il crie le mot planer. Et par pur hasard, il parvient à déclencher un sort qui ralentit sa chute en une descente douce. Au moins, malgré la frayeur, le garçon tombe sur plusieurs filons de minerai d'argent dans la vallée cachée. Il prépare rapidement sa pioche pour collecter la ressource. Mais l'argent n'est pas ce que le marchand a demandé. Il voulait du mithril. Alors, le collecteur utilise sa magie de recherche une fois de plus. Cette fois, il capte un faible signal plus profondément dans la caverne. Juste à ce moment, le grondement de la terre suggère qu'un tremblement de terre est sur le point de frapper. Avec peu de choix, l'homme attrape ce qu'il peut et se prépare à sortir rapidement, mélangeant les sorts enflammés et éruptions, le collecteur crée ce qui est pratiquement une bombe, faisant exploser la roche où le symbole des minerais est apparu. L'explosion ouvre un trou, et le voilà. Le filon de mithril classé A+. Les tremblements le pressent de partir immédiatement. Mais maintenant qu'il a trouvé ce qu'il était venu chercher, Takeru ne peut résister à aller encore plus loin à la recherche d'une source plus grande. Son audace est récompensée. Au fond de la caverne, il découvre une source d'eau cristalline. En la scannant, Takeru réalise qu'il s'agit d'un matériau de rang SS, sa plus grande trouvaille à ce jour. Puis cela le frappe. Si cette eau est imprégnée du mana d'un dragon ancien, peut-être qu'une telle créature a vécu ici. Du moins, c'est ce qu'il pense jusqu'à ce que le dragon en question émerge du lac sous ses yeux. À la surprise du monstre, l'humain résiste à son intimidation et offre même des excuses humbles pour s'être introduit chez lui sans invitation. Depuis son entrée dans le monde du travail, cet ouvrier japonais s'était habitué à s'incliner devant toutes sortes de personnes imaginables. Mais il n'avait jamais pensé qu'il s'inclinerait un jour devant un dragon. Amusé, la bête reconnaît son sang-froid et lui demande qui il est. Le garçon se présente, Takeru Kamashiro,
juste un simple humain. Mais le dragon n'y croit pas. Pour lui, il est impossible que Takeru soit juste un humain. Pas quand le pouvoir magique qui émane de lui rivalise avec celui du dragon ancien lui-même. Au passage, le monstre révèle son nom, Boldia. Peu préoccupé par la pensée de la mort et encore moins par l'idée de se faire des amis, Takeru demande s'il peut appeler la créature Bol. À sa surprise, la requête est acceptée. Puisque la glace est brisée, Boldia fait une demande à son tour. Avec la pure puissance d'un humain, peut-être que le dragon pourrait enfin réveiller son enfant, dont l'œuf est resté dormant à cause du mana stagnant dans cette caverne. Si Takeru accepte d'aider, il sera récompensé avec une bonne quantité de mithril. Quand l'humain acquiesce, Boldia soulève un œuf noir massif des profondeurs de l'eau et explique que le garçon doit canaliser sa magie dedans, de la même manière qu'il a créé l'orbe de lumière qui l'a guidé ici. Se demandant comment réchauffer l'œuf, Takeru murmure le mot chauffer. Aussitôt, une chaleur surgit dans la coquille. Mais la réaction est bien plus inquiétante que prévu. On dirait que l'œuf attire sa peau vers l'intérieur, le consumant. Alors que le rire du dragon ancien résonne dans la caverne, Takeru craint d'avoir été piégé. Son aventure dans ce nouveau monde allait-elle vraiment se terminer de manière si pitoyable? Et juste au moment où il commençait à se sentir si optimiste quant à l'avenir. Comme si les choses n'étaient pas assez graves, sa conscience est projetée dans une mer astrale, son corps sombrant dans une expérience de mort imminente. Hors du vide, une figure étrange et énigmatique apparaît, le réprimandant pour s'être jeté imprudemment dans des situations aussi dangereuses. Selon l'être, n'importe quelle personne normale se serait évanouie ou aurait fui pour sauver sa vie face à un dragon. Mais Takeru s'est comporté si différemment qu'on dirait qu'il a déjà commencé à réécrire les lois même de ce monde. L'entité admet qu'elle ajuste ce monde depuis des centaines de milliers d'années, toujours avec des changements petits et subtils. Pourtant, Takeru Kamashiro est arrivé comme une tempête, répandant des vagues partout, une gêne que l'entité ne peut ignorer. À cause de cela, elle décide de réduire certaines des capacités spéciales que le garçon avait reçues de ce gamin. En d'autres termes, le superviseur du système solaire. Sur ce, Takeru se réveille au son d'un bébé babillant des absurdités. Il se retrouve dans un vide sans fin. Et bientôt, aux côtés des cris du nouveau-né, vient la voix de Boldia, le dragon ancien. Takeru conjure une autre orbe de lumière, illuminant l'espace pour révéler l'enfant du dragon enfin éclos. En guise de remerciement, Boldia lui permet de nommer le petit. Après un moment de réflexion, Takeru décide de l'appeler Bi, abréviation de noir, car les écailles de la petite créature sont d'un noir de jet. De plus, Boldia déclare que son enfant doit explorer le vaste monde aux côtés de Takeru, une responsabilité que le garçon trouve bien trop lourde, sans parler de Suden. Pourtant, comme Boldia l'avait dit plus tôt, Takeru est encore plus fort que lui. Le dragon ancien peut être tranquille en sachant que son fils est entre de bonnes mains. Avant de disparaître à nouveau dans les profondeurs, le monstre lance un sort mystérieux vers le sac de Takeru, puis plonge une fois de plus dans le vaste lac. Maintenant chargé du nouveau-né, Takeru invite Bi à le rejoindre dans un voyage pour collecter des matériaux. Mais avant qu'il ne parte, il remarque que le petit sent terriblement mauvais. Avec une grimace, il utilise la compétence nettoyer sur le petit, mieux vaut sauver son nez de ce qui serait sinon un voyage très désagréable. Après un moment à marcher dans la grotte sombre, Takeru parvient enfin à voir l'extérieur, et Bi devient très excité puisque c'est sa première fois dehors. Cependant, sachant que se déplacer dans la forêt la nuit peut être risqué, Takeru décide que cet endroit sera leur campement. Il utilise un peu d'eau magique souterraine de rang SS pour rester hydraté, puisqu'il s'agit d'une eau de mana infusée avec l'essence d'un dragon ancien. Boldias a apparemment relié sa boîte d'objets à ce lac souterrain par magie avant leur départ, ce qui lui permet maintenant d'y avoir un accès illimité. Cette eau est essentielle pour élever un œuf de dragon et est aussi potable pour Takeru. Grâce à cela, Bi peut boire toute l'eau de mana nécessaire à sa croissance. Takeru en boit également un peu lorsque le petit lui en propose. La nuit tombée, Takeru utilise des pierres magiques pour créer une barrière protectrice autour d'eux afin qu'il n'ait pas à s'inquiéter des monstres pendant leur sommeil. Selon l'encyclopédie qu'il a achetée chez Jérôme, les pierres magiques sont censées être précieuses. Il utilise un effet pour réchauffer les choses et parvient à créer une pierre magique dans sa main. Takeru peut fabriquer des pierres magiques assez facilement, alors il en utilise une pour faire un feu. Désirant cuisiner quelque chose pour le dîner, il assaisonne de la viande et jette divers ingrédients dans une marmite pour faire une soupe, ajoutant quelques légumes verts sur le dessus. Une fois le repas prêt, il remarque rapidement que Bi bave presque dessus. Il lui en offre donc un peu, espérant que cela ne lui dérangera pas l'estomac. À cause de son excitation, le petit dragon finit par se brûler la langue, forçant Takeru à souffler sur la soupe. Une fois qu'il goûte correctement la nourriture, il est immédiatement ravi par son goût. Takeru pense qu'il serait triste que son compagnon ne boive que de l'eau à chaque repas, alors il est heureux qu'il puisse manger la même chose. Malgré tout, il demande à Bi s'il se sent seul loin de son parent. La seule réponse qu'il reçoit est que Bi s'approche pour lui faire un câlin, lui faisant comprendre qu'il se sent bien tant qu'il est avec lui. Takeru admet qu'il est vraiment mignon. Mais lorsqu'il voit les statistiques de Bi pour la première fois, il se rend compte que le petit dragon est en réalité de rang B.
Ses compétences sont les arts spirituels, avec des affinités pour le feu, l'eau, le vent, la foudre, la lumière et les ténèbres. Son don est la bénédiction du dragon ancien, et il possède la compréhension du langage ainsi qu'une évolution infinie. Takeru n'en revient pas qu'une créature aussi adorable soit de Ranbei. Il se convainc cependant que Bi est encore un enfant et qu'un enfant a besoin de conseils. Il lui dit donc que, même s'il est plus fort que lui, il ne doit rien faire de téméraire. Après tout, si quelque chose devait lui arriver, Boldias lui passerait un sacré savon. Avant qu'il ne termine sa phrase, Takeru remarque que Bi s'est déjà endormi profondément, ce qui le fait soupirer. Il sait qu'il voulait un compagnon mignon, mais il ne s'attendait pas à un reptile et comprend que le dieu l'a probablement fait exprès. Le lendemain matin, Takeru décide de grimper jusqu'à retrouver la forêt des dragons anciens. Cependant, il réalise que l'endroit n'est plus effrayant, ce qui signifie probablement que quelque chose s'est passé pendant la nuit. Il suppose qu'il s'agit d'une forêt mystérieuse propre à ce monde. Bi explore joyeusement les lieux, tandis que Takeru se met à rassembler des matériaux, en se concentrant sur ceux de Ranbei. Son aptitude lui permet de trouver de nouvelles herbes un peu partout, mais sa recherche est brusquement interrompue lorsque Bi arrive en volant, complètement terrifié. Takeru utilise immédiatement sa compétence de recherche pour repérer les monstres agressifs, et découvre qu'il y en a environ 7 à proximité. Avant d'entrer dans la grotte, il avait remarqué que son odeur tenait les monstres à distance, il en déduit donc que son parfum s'est dissipé. Malgré cela, il sait que combattre les monstres peut être utile, car ils peuvent fournir des matériaux précieux. Soudain, un autre monstre les approche par derrière, et sa compétence d'évaluation lui indique qu'il s'agit d'un faucon de roc de Ranbei. C'est un grand oiseau carnivore féroce qui attaque les yeux de ses proies avec son bec acéré et ses mouvements rapides. Malgré son apparence menaçante, Takeru n'est pas impressionné, trouvant qu'il paraît presque mignon comparé à Boldias. Il ignore ses statistiques et se concentre sur le fait que sa viande est riche et savoureuse, et que sa colonne vertébrale peut servir d'assaisonnement. Pour lui, ce n'est qu'un ingrédient volant pour un futur repas. Il crée rapidement une barrière magique, puis invoque des aiguilles de glace. Bien qu'il dise détester tuer inutilement, il admet que s'il doit chasser, ce sera pour survivre. Le faucon de roc se prépare à attaquer, mais Takeru le terrasse en seulement 3 aiguilles de glace. Bi le prévient alors que d'autres monstres approchent, mais Takeru y voit simplement une occasion d'obtenir plus de viande. Sa compétence d'évaluation lui apprend qu'il s'agit de loups-serpents de Ranbei, des créatures omnivores féroces qui attaquent avec leur queue serpentiforme empoisonnée. Une fois encore, Takeru utilise son don de vitesse et d'allègement pour rendre son corps plus léger. Grâce à cela, il bondit très haut et, dans les airs, il durcit ses bras et ses jambes avant d'atterrir avec un puissant coup de pied, abattant l'un des loups. Il en élimine d'autres à main nue, nettoyant la zone en un rien de temps. Sans perdre un instant, il récupère toute la viande et les matériaux, mais son aptitude lui signale que d'autres monstres approchent encore, ce qui devient agaçant. Takeru sait qu'il ne peut pas se battre jusqu'à la sortie de la forêt, et il n'en a pas envie. Ses pensées sont interrompues par Bi, qui tente désespérément de le faire bouger, voulant qu'il s'envole. Takeru devine qu'il essaie de les transporter hors de danger, bien que cela soit difficile pour un dragon aussi petit. Malgré cela, Bi parvient à le soulever, et voyant sa force, Takeru utilise à nouveau l'allègement. Grâce à cela, Bi vole bien trop haut, mais finit soudainement par le lâcher, le faisant chuter. En réalisant ce qu'il vient de faire, Bi panique et fonce pour essayer de le rattraper. Takeru retombe dans la forêt. Lorsqu'il rouvre les yeux, la première chose qu'il perçoit est l'odeur poissonneuse de Bi, qui lui lèche le visage. Au moins, il est vivant. La deuxième chose qu'il remarque, c'est qu'il se trouve au même endroit que leur campement de la veille. Takeru est surpris par la rapidité avec laquelle Bi les a ramenés, mais il comprend qu'il voulait le sauver, et il lui en est reconnaissant. Il lui rappelle toutefois qu'il reste probablement humain et qu'il vaut mieux y aller doucement la prochaine fois. Bi ne semble pas comprendre, alors Takeru lui dit simplement qu'il comptera sur lui si quelque chose se reproduit. Cela rend le petit dragon très heureux, et ils décident de poursuivre leur voyage. Selon la compétence de recherche de Takeru, le village de Tormi se trouve à une journée de marche, donc ils peuvent prendre leur temps. Bi remarque un bâton dans sa main, et Takeru explique qu'il se trouvait dans son sac lorsqu'il est arrivé ici. Il s'agit apparemment d'une branche de rang SS issue du célèbre arbre Yggdrasil, un arbre légendaire censé incarner le monde lui-même, actuellement en dormance. En entendant cela, Bi fait soudain sortir de la fumée de sa bouche, enveloppant complètement la branche. Takeru ne comprend pas ce qu'il fait, mais une fois la fumée dissipée, il découvre avec stupeur que la petite branche est devenue un bâton magique. Il suppose qu'elle s'est réveillée après que Bi ait soufflé un souffle de mana dessus, bien qu'il n'en soit pas certain. Takeru ne savait pas qu'un collecteur de matériaux pouvait utiliser un bâton, et il ne veut pas ressembler à un mage tape à l'œil. C'est alors qu'un grondement profond retentit dans les bois. Il se met immédiatement sur ses gardes, sachant que quelque chose approche. Le son terrifiant s'intensifie, et Takeru suppose qu'il s'agit d'un nouveau monstre, mais Bi s'envole sans réfléchir vers la forêt. Takeru panique et le suit aussitôt, le retrouvant en train de voler autour d'un arbre. Il comprend alors que Bi essaie de lui montrer quelque chose.
En s'approchant, il découvre une jeune elfe assise contre l'arbre. Son expression est vide et elle semble très faible, alors il suppose qu'elle a été attaquée par un monstre. Cependant, le grondement entendu plus tôt se fait de nouveau entendre, il se rend alors compte avec étonnement qu'il provient de son estomac. La fille explique faiblement qu'elle n'a rien mangé depuis 3 jours et qu'elle a besoin d'eau. Takeru lui tend rapidement une bouteille qu'elle vide désespérément. Se sentant aussitôt mieux, son sourire s'efface lorsque son ventre gronde encore, et Takeru comprend que le monstre qu'il avait entendu était simplement une elfe affamée. Il fouille dans son sac, se rappelant que l'aubergiste lui avait donné un déjeuner spécial à emporter. Sans hésiter, la fille attrape la nourriture et se met à manger avidement, savourant chaque bouchée. Elle s'arrête soudain pour s'exclamer à quel point c'est délicieux, affirmant qu'elle a l'impression d'ascensionner vers le paradis tant le goût est incroyable. Takeru lui explique que lorsqu'on meurt de faim, tout paraît exquis. La jeune elfe, ravie, dit qu'elle se sent revivre. Takeru lui demande alors pourquoi elle se trouve si loin du village sans provisions. Elle explique qu'elle était pressée, mais il lui fait remarquer que même dans ce cas, il est normal d'apporter des rations, même sans être aventurière. La fille ne sait quoi répondre, mais Takeru est distrait par son odeur désagréable. Il lui dit qu'il pensait que les elfes sentaient la brise printanière avec une touche de menthe poivrée, mais qu'elle sent plutôt le fumier. Elle est vexée, bien qu'elle sache qu'il ait raison, et tente de justifier qu'elle campe dehors depuis plusieurs jours. Puis, elle se lève soudainement et dit qu'elle doit partir, le remerciant pour son aide tout en lui rappelant que le traité de fumier était un peu grossier. Takeru et Bi lui font un signe d'adieu tandis qu'elle s'éloigne. Un peu confus par la situation, Takeru reprend sa collecte de matériaux. En chemin, Bi remarque quelque chose, et Takeru aperçoit alors une carriole sur la route. Il est encore plus surpris que Bi ait pu la repérer d'aussi loin et le félicite pour ses talents. En s'approchant, sa compétence d'évaluation lui indique que le cheval tirant la carriole est en réalité une licorne de rang E. Ces créatures sont originaires des Gari, lentes mais puissantes et robustes, elles sont utilisées pour tirer des chariots ou travailler au champ. Takeru prend un moment pour digérer le fait que, dans ce monde, les chevaux sont des licornes. L'homme sur la carriole lui demande ce qu'il fait ici. Takeru sort de ses pensées et répond qu'il se dirige vers le village de Tormi. L'homme remarque que le voyage à pied doit être rude, et en voyant le bâton de Takeru, suppose qu'il est mage. Takeru précise qu'il ne fait que collecter et échanger des matériaux. Le conducteur remarque que les collecteurs spécialisés sont rares. Takeru rit nerveusement, sachant qu'il n'en est pas vraiment un. L'homme lui dit qu'il retourne à Tormi et lui propose de monter avec eux. Takeru le remercie mais le prévient qu'il est plutôt grand comparé aux gens normaux. Des enfants dans la carriole rient en disant qu'il est drôle, ce qui fait sourire Takeru même s'il ne comprend pas pourquoi. La dame et les enfants l'invitent à monter, ce qu'il fait en les remerciant. Il pense que, depuis son arrivée ici, les enfants semblent l'aimer beaucoup, ce qui n'est pas si mal car cela aide à rassurer leurs parents. Le conducteur démarre et lui dit de ne pas s'inquiéter pour son gabarit, la carriole supporte bien le poids. Takeru s'excuse quand même, mais l'homme explique qu'à Tormi, la règle est de s'entraider en cas de besoin. La dame approuve, ajoutant qu'ils ont décidé d'aider quiconque est en difficulté. Takeru les remercie encore, impressionné que même ses enfants voyagent malgré les dangers. Il leur demande ce qu'il ferait s'il était un bandit. L'un des enfants rit et dit qu'il sait que c'est faux, car la clochette magique n'a pas sonné. Takeru ne comprend pas, alors la femme lui montre une petite cloche enchantée qui sonne lorsqu'une personne dangereuse approche. Il pense qu'il pourrait probablement en fabriquer une. Réalisant qu'il ne s'est pas présenté, il donne son nom. La femme, Elisa, le félicite pour sa politesse et se présente ainsi que ses enfants, Yunan et Cain. Le conducteur s'appelle Paul. À ce moment-là, Bi fait un bruit sous le manteau de Takeru. Les enfants l'entendent immédiatement et le supplient de leur montrer ce qu'il cache. Takeru hésite, disant que c'est sans doute un monstre rare. Elisa lui fait remarquer qu'il n'a pas besoin d'être si secret, les aventuriers gardent souvent des monstres avec eux. Sachant cela, Takeru demande à Bi de sortir, lui recommandant de ne pas faire de bêtises ni de mordre. Bi se montre aussitôt, et si les enfants s'émerveillent de sa mignonnerie, Elisa est choquée. Pon demande si cette petite créature est bien un dragon, et Takeru répond que c'est un bébé dragon noir. Il préfère ne pas préciser qu'il s'agit du descendant d'un dragon ancien. Pon suppose alors qu'il est un chevalier dragon, mais Takeru dément, expliquant qu'il a simplement trouvé un œuf. Les deux adultes sont stupéfaits, ne sachant même pas qu'il était possible de faire éclore un œuf de dragon. Takeru sourit maladroitement pendant que Bi lui tire les joues, et il demande si les dragons sont vraiment si rares. Elisa répond qu'il croise parfois des chevaliers dragons, mais un vrai dragon est bien plus exceptionnel. Takeru, amusé, pense que s'il en rencontre un, il ne pourra pas s'empêcher de fixer. La nuit venue, la carriole s'arrête pour camper. Takeru utilise sa magie pour créer de la lumière, puis une barrière avec des pierres magiques pour repousser les monstres. Il leur assure que si quelque chose s'approche, Bi les préviendra, ce qui les rassure. Elisa commence à préparer le dîner, mais Takeru lui demande de le laisser cuisiner pour tout le monde afin de les remercier. Il sort divers ingrédients et les enfants, émerveillés, pensent qu'il est mage. Takeru explique qu'il a juste une boîte magique, mais même Elisa est impressionnée.
Il prépare sa soupe spéciale à la viande avec du steak et ajoute une salade de champignons et légumes. Tout le monde est étonné de la présentation, et encore plus du goût. Elisa le félicite pour ses talents de cuisinier, tandis que Paul, sans voix, finit par trembler d'émotion avant d'éclater en larmes. Sur la route, ils n'ont mangé que de la viande séchée jour après jour, et voir ses enfants heureux à table le rend fou de joie. Takeru comprend enfin et éclate de rire, lui disant qu'il exagère. Paul s'arrête net et l'accuse d'être un mage, un magicien du goût. Surpris, Takeru rit et lui demande quel genre de magicien c'est, car il n'a jamais entendu ça. Les enfants rient avec eux, et pour clore la soirée, Paul joue de la guitare pendant qu'Elisa chante. Bee danse avec les enfants et invite Takeru à faire de même. Sur Terre, il ne s'était jamais rendu compte qu'en comparaison avec manger seul en silence, des soirées comme celle-ci n'étaient pas si mauvaises. Après tout, pour la première fois depuis son arrivée dans ce monde, il rit sincèrement, du fond du cœur. Le lendemain matin, pendant que les enfants restent endormis, Paul prépare la calèche pour partir et Elisa décide d'approcher Takeru pour voir ce qu'il fait si tôt le matin. Il explique qu'il fait juste un peu d'entretien sur ses ciseaux. Et Elisa le loue pour cela, disant que les gens qui prennent soin de leurs outils font toujours du bon travail. Takeru commence à penser que travailler sur des choses comme celle-ci fait du bien parfois, et même s'il a juste commencé cela par hasard, il pense que la collecte de matériaux lui convient vraiment. Finalement, après le petit déjeuner, Paul décide de partir, mais Takeru choisit d'aller sur le siège du conducteur avec lui. Cette fois, il prend les rênes de la licorne et lui demande d'accélérer un peu et étonnamment la licorne se conforme à lui. Paul est un peu surpris qu'il ait réussi à se faire aimer de la licorne déjà, mais Takeru explique qu'il est juste vraiment intelligent. Un moment après, ils arrivent finalement au village de Tormi, alors la famille de Paul dit au revoir à Takeru, le remerciant pour tout. Takeru les remercie aussi car c'est grâce à eux qu'il n'a pas eu à marcher tout le chemin de retour au village. Après les avoir vus, Marlowe mentionne que si Paul n'est de retour, cela signifie que le printemps est déjà là. Takeru lui demande ce que Paul fait exactement, et Marlowe explique qu'en hiver il va dans des régions plus chaudes et fait du tissage pour gagner sa vie. C'est pourquoi quand il revient, cela signifie que le printemps est arrivé. Il a dit que c'est difficile, cependant, car sans chasse, il s'en sort à peine avec la nourriture et les provisions. Takeru comprend alors pourquoi Paul a pleuré comme un bébé avec sa cuisine et réalise qu'il a vraiment de la chance d'avoir des capacités qui lui permettent de rassembler des matériaux. Son fil de pensée est interrompu par Marlowe, qui lui rappelle qu'il devrait aller faire un rapport à Jérôme sur ce travail. Takeru décide d'y aller dès qu'il le mentionne. Et pendant que Bee joue avec les enfants dans le village, Jérôme inspecte les objets qu'il a apportés. Avec le minerai de mithril demandé, Takeru a glissé un morceau de minerai magique de mithril juste pour voir ce que Jérôme dirait. Cependant, le silence dure beaucoup trop longtemps alors que Jérôme inspecte minutieusement le petit morceau, et tout ce que Takeru peut entendre, ce sont ses grognements. Finalement, après un moment, Jérôme prend la parole, disant que c'est un truc fou qu'il a apporté. Son instinct lui dit que ce n'est pas juste n'importe quelle roche, mais du minerai magique de mithril. Bien sûr, Takeru le sait déjà, mais Jérôme est clairement choqué. Alors, il lui demande où il a trouvé quelque chose comme ça puisque c'est le truc de la légende. Takeru ne s'attendait pas à ce que ce soit si précieux, et il ne peut s'empêcher d'élever la voix de surprise. Jérôme lui dit que c'est comme une masse de mana concentrée, donc juste quelques morceaux pourraient remplacer les pierres magiques utilisées dans tout le royaume. Une fois de plus, Takeru est choqué d'entendre que c'est si puissant. Alors, il ment nerveusement et dit qu'il est juste tombé dessus. Jérôme clarifie que même s'il l'a juste trouvé sous ses pieds, le fait qu'il l'ait ramassé signifie qu'il a à la fois de la chance et des compétences. Cependant, les compétences seules ne suffisent pas car il ne connaît rien au bon sens par ici, et c'est pourquoi il devrait se rendre à Belkaïm. Belkaïm est une ville plusieurs fois plus grande que ce village, donc il y trouvera toutes sortes d'informations et une guilde d'aventuriers. Il peut apprendre comment ce monde fonctionne, et ils peuvent aussi acheter des matériaux qu'il ne peut pas gérer ici dans sa petite boutique. Jérôme admet qu'il détestera voir ses compétences partir, mais s'il se fait un nom et répand le nom de Tormi pendant qu'il y est, sa boutique prospérera aussi. Takeru sourit juste nerveusement parce qu'au fond il sait qu'il ne prévoit pas vraiment de se faire un nom, mais il est quand même intéressé par cette grande ville qu'il a mentionnée. Cette nuit-là à l'auberge, il décide d'enquêter sur d'autres termes que Jérôme a dit et découvre qu'une guilde est juste une association d'aventuriers qui négocie des demandes à travers le pays. Le livre qu'il lit mentionne que les aventuriers sont divisés en combat, soutien et toutes sortes d'autres rôles. Takeru ferme le livre et décide d'y réfléchir, sachant que puisqu'il a été envoyé dans un autre monde, il veut vraiment voyager et voir des choses qu'il n'a jamais pu voir auparavant. En tant qu'aventurier, il pourrait gagner de l'argent en voyageant. Alors, il décide que son objectif maintenant est de rejoindre une guilde à Belkaïm. Cependant, il y a encore des choses qu'il veut faire ici à Tormi, alors il va y aller doucement pour l'instant. Bee est apparemment d'accord avec lui. Alors, pendant les jours suivants, Takeru passe du temps de qualité avec les gens du village, apprenant de nouvelles choses qu'il n'a jamais imaginées et se joignant à eux dans leur célébration. Finalement, il décide qu'il est temps de partir. Alors, une dame lui donne diverses provisions pour son voyage.
Elle lui donne un sac de poudre de bouillon de soupe faite à partir d'os de faucon de roche et lui demande s'il a besoin d'autres assaisonnements. Takeru lui dit qu'il en a beaucoup puisqu'elle a déjà tant partagé, alors il ira bien. La dame montre soudainement une expression triste, disant qu'elle se sentira seule sans lui demain. Et Takeru clarifie que cela lui manquera aussi. Elle lui dit que les villageois disaient qu'il devrait rester un peu plus longtemps, mais Takeru explique qu'il y a tellement de choses là-bas qu'il veut voir, alors il ne peut pas rester même s'il le veut. Sachant cela, la dame dit qu'elle n'essaiera pas de le retenir dans ce cas et décide de lui donner un déjeuner de voyage car il lui faudra environ un mois pour atteindre Belkaïm. Takeru sourit et la remercie pour le geste, mais la dame continue d'ajouter des sacs dans ses bras pour son voyage. Tellement que Takeru commence à se sentir reconnaissant d'avoir une boîte à objets. Il retourne à l'auberge et essaie de penser à ce qu'il fera avec le minerai magique de Mithril puisque Jérôme ne pouvait pas l'acheter, mais il pourrait peut-être l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Bi essaie d'y penser aussi, mais il abandonne rapidement et décide de dormir. Et Takeru ne lui en veut pas car il ne peut penser à rien lui-même. Pourtant, il sait qu'il doit beaucoup à ce village, alors il essaie de penser à quelque chose qui aidera le village. Juste à ce moment, Takeru se souvient brièvement de quelque chose qu'il a vu avant pendant la célébration du village, et il décide d'essayer quelque chose en utilisant une lampe et le morceau de minerai magique de Mithril. Il se concentre sur l'image de ce à quoi la chose qu'il veut ressemblera une fois terminée, et en quelques secondes, il parvient à créer une sorte de lampe spéciale. Le lendemain, tous les gens du village se rassemblent pour dire au revoir, et Paul ne peut s'empêcher de pleurer. Avant de partir, Takeru dit à Marlowe qu'il a fabriqué un outil magique, qui projette une barrière autour du village. De cette façon, tout ce qui a de la malice ou une intention nuisible ne pourra pas entrer dans le village. Marlowe est un peu choqué d'entendre que c'est si puissant. Alors il lui demande s'il est vraiment sûr qu'ils peuvent accepter une telle chose. Takeru clarifie que c'est sa façon de remercier tout le monde et un souhait pour leur sécurité jusqu'à ce qu'ils reviennent. Marlowe le remercie sincèrement en disant qu'il est toujours le bienvenu et Takeru lui dit qu'il reviendra certainement car le village de Tormi est maintenant sa maison. Tout le monde est ému par ces mots, mais Jérôme prend soudainement la lampe que Takeru a fabriquée des mains de Marlowe pour l'inspecter minutieusement. Juste au moment où il remarque que la lampe a le précieux morceau de minerai magique de Mithril, Takeru s'enfuit avant qu'il ne puisse protester, leur demandant de prendre soin d'eux. Tout le monde lui dit au revoir et Jérôme n'a d'autre choix que d'accepter le cadeau, lui demandant juste d'être prudent là-bas. Comme ça, Takeru se lance dans son voyage avec Bi, se demandant quel genre d'endroit sera Belkaïm. Après un moment de marche, il mentionne à quel point les environs sont paisibles. Mais juste à ce moment, il tombe soudainement sur un crabe géant au milieu de la route. Avant de faire quoi que ce soit, Takeru utilise immédiatement sa compétence d'évaluation pour scanner et remarque que c'est un crabe Mont-Blanc de Rancé, un type de crabe fouisseur, qui est omnivore et comestible. Cette dernière partie est tout ce qui intéresse vraiment Takeru, et il dit à Bi que la viande de crabe est incroyablement bonne. Avec cela à l'esprit, il utilise instantanément la réduction et le durcissement sur son corps, se préparant à se battre. Cependant, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Bi va de l'avant et utilise une attaque sonique, qui abat immédiatement le crabe sans même le toucher. Takeru est un peu surpris qu'il puisse faire quelque chose comme ça car il n'en avait aucune idée, mais il est en fait content. Plusieurs autres crabes Mont-Blanc les entourent en quelques secondes, mais Takeru ne se laisse pas intimider par eux, disant que ce ne sont que des crabes. Cela signifie que s'ils ne peuvent se déplacer que latéralement, il peut parvenir à en tirer avantage. Juste au moment où il finit de dire cela, les crabes Mont-Blanc commencent soudainement à avancer tout droit, le prenant au dépourvu. Deux crabes courent vers lui en même temps, mais Bi soulève rapidement Takeru pour le sauver, et les crabes entrent en collision l'un avec l'autre. Takeru remercie Bi de l'avoir sauvé, mais il remarque qu'il reste encore un crabe Mont-Blanc, alors il décide de l'abattre lui-même, disant qu'il appréciera de le manger. Le crabe se lance sur lui, mais Takeru utilise son super coup de finition, frappant le crabe avec son bâton. Ils abattent facilement tous les crabes Mont-Blanc de cette façon. Alors cette nuit-là, Takeru ne perd pas de temps et les prépare pour les cuisiner. Il utilise d'abord le durcissement sur sa main pour protéger son corps, et avec cela, il parvient à couper toutes les pattes du crabe. Une fois qu'il a fini avec cela, il place une grande marmite sur le feu et jette toutes les pattes de crabe dedans avec beaucoup d'eau et de sel, les laissant juste bouillir. Après un moment, le crabe a l'air à peu près prêt. Alors, Takeru sort une patte et casse la coquille pour creuser dedans. Lui et Bi sont tous deux ravis du goût. Alors, Takeru est maintenant plus qu'excité de continuer à voyager, voulant explorer de nouveaux endroits et goûter encore plus de nourriture incroyable avec Bi. Ils apprécient tous les deux le repas cette nuit-là, et après un long voyage, ils parviennent finalement à atteindre la ville commerciale de Belkaïm. Takeru est clairement impressionné au premier coup d'œil, disant que le mur de la forteresse a une belle architecture. Il utilise sa compétence d'évaluation et elle l'informe qu'il est dans la ville commerciale de Belkaïm dans le royaume d'Alzerio, dont la guilde d'aventuriers est la plus grande du continent. Takeru remarque qu'il y a une file d'attente pour l'inspection avant d'entrer dans la ville. Alors, il décide de déguiser son sac d'objets pour qu'il ait l'air normal en utilisant la magie. Une fois que c'est son tour,
il demande à Bee de rester calme et caché pendant un moment, alors le petit dragon se cache dans son manteau. Les gardes inspectent les choses dans son sac, et comme tout le monde, ils disent que voir un cueilleur de matériaux est rare. L'un d'eux lui demande s'il est ici pour vendre ses trouvailles à Belkaïm, mais Takeru clarifie qu'il est juste venu parce qu'il est intéressé par la guilde d'aventuriers. L'inspecteur s'attendait déjà à une raison comme celle-là parce que Belkaïm est la ville du commerce et de l'aventure après tout. Les gens comme lui sont les bienvenus ici, mais il clarifie qu'il doit quand même faire son travail. Alors, il va lancer l'avarice sur lui. Takeru est clairement ignorant de cela. Alors, l'inspecteur explique que c'est de la magie qui vérifie si les nouveaux arrivants sont suspects. L'homme s'approche de Takeru et utilise un objet magique qui ressemble à une loupe sur lui. Ne voyant rien d'inhabituel, la femme inspectant son équipement mentionne que ses affaires vont bien aussi, et Takeru est un peu soulagé. Pourtant, il se demande à quoi ressemble son statut pour les autres. Alors, il décide d'utiliser le scan pour jeter un coup d'œil à ce que l'inspecteur voit. Sa compétence d'évaluation lui fait seulement savoir que l'homme est Redon en Asie, un inspecteur de porte du corps de sécurité de Belkaïm de Randé. Ce n'est pas ce que Takeru veut voir, alors il essaie de regarder plus loin, et sa compétence d'évaluation lui montre finalement ce que les autres voient. Il le voit juste comme un gars de 19 ans avec un rang non assigné qui peut utiliser la magie et a quelques compétences, mais ne possède pas d'esprit. Takeru remarque que son statut a l'air assez basique, alors il suppose que tous les dons supplémentaires que le dieu lui a donnés n'apparaissent pas. Une fois que l'inspecteur décide qu'il est clair, il écrit quelque chose, et Takeru pense qu'il est déjà bon pour partir. Cependant, Redon lui demande ce qu'est cette bénédiction du dragon puisque l'objet magique qu'il a utilisé a indiqué qu'il l'a. À cela, Takeru décide de lui montrer plutôt que de lui dire, alors il demande à Bee de sortir déjà. Bee sort rapidement de son manteau et Takeru explique que la bénédiction du dragon est probablement à cause de ce petit gars. Les deux inspecteurs sont d'accord sur à quel point Bee est adorable, mais Redon essaie rapidement de se ressaisir et demande à Takeru de mettre une sorte d'étiquette sur le dragon pour prouver que c'est le sien. Pas vraiment sûr de ce qu'il pourrait utiliser, Takeru fouille dans son sac et trouve le charme que les enfants du village de Tormi leur ont donné. Il décide de mettre ce charme sur la queue de Bee et Redon dit que cela suffira. Alors, il déposera une note auprès du maire qu'un dragon est entré dans la ville et qu'il ne devrait pas causer de problème. La femme lui rend son sac et lui dit que la guilde d'aventuriers est tout droit sur la route principale et c'est le grand bâtiment devant. Takeru la remercie pour l'information et Redon lui souhaite finalement la bienvenue à Belkaïm. Peu après cela, Bee et Takeru entrent dans la ville remarquant instantanément à quel point elle a l'air animée avec tous les différents types de personnes. Takeru mentionne qu'il a l'impression d'être arrivé dans un autre monde, bien qu'il soit dans ce monde depuis un moment maintenant. Comme la femme l'a dit, il marche tout le long de la route principale et trouve un grand bâtiment, alors il suppose que c'est la guilde d'aventuriers et décide d'aller vérifier. Bee le suit tout le long comme toujours. Et quand ils entrent dans la guilde, une fille avec des oreilles de lapin les accueille à la guilde d'aventuriers Europa. Elle se présente comme la réceptionniste, Ariana, et dit que les nouvelles inscriptions sont toujours les bienvenues. Takeru la suit jusqu'à son bureau, et elle lui demande de remplir son nom et son occupation actuelle sur le formulaire qu'elle lui a donné. Juste à ce moment, alors qu'il remplit le formulaire sans problème, Takeru réalise qu'il peut lire la langue ici, mais il n'a jamais vraiment écrit avant. D'une manière ou d'une autre, tout ce qu'il pense s'écrit juste sur le papier et il n'est même pas sûr de quelle compétence a fait cela, mais c'est clairement vraiment pratique. Une fois qu'il remplit tout le formulaire, Ariana est excitée de voir qu'il est un cueilleur de matériaux et lui demande s'il a une expérience de combat. Takeru mentionne qu'il en a un peu car il a combattu un grand oiseau, un loup avec une queue de serpent et un crabe vraiment délicieux. Apparemment surprise, Ariana lui demande s'il a une preuve de cela juste pour confirmer. Takeru hésite un peu et dit que c'est un peu gros. C'est ce qu'il a dit. Alors il ne sait pas si c'est bon de le sortir. La réceptionniste lui demande nerveusement d'y aller, alors Takeru sort un crabe Mont Blanc entier de sa boîte à objets, l'un des nombreux que lui et Bee ont vaincu auparavant. Ariana est immédiatement effrayée et le crabe géant finit par écraser complètement son bureau. Takeru réalise juste alors son erreur, mais avant qu'il ne puisse s'excuser, la pauvre réceptionniste s'enfuit pour prendre de la distance. Clairement terrifié, le nuage de poussière cache ce qui s'est passé dans son bureau, alors les autres aventuriers lui demandent ce qui se passe. Une fois que la poussière se dissipe, Takeru explique maladroitement que c'est juste un crabe Mont Blanc, bien que ce soit clairement évident pour tout le monde. Après ce petit inconvénient, Takeru demande encore nerveusement à la réceptionniste si ce crabe Mont Blanc fonctionnera comme la preuve qu'elle a demandé. Ariana, encore un peu abasourdie, lui dit que c'est plus que suffisant comme preuve, mais l'un des aventuriers mentionne qu'il a une boîte à objets. Takeru confirme cela et explique que c'était juste un cadeau, mais cela ne semble pas aussi convaincant. Les yeux de l'aventurier commencent soudainement à briller alors qu'il utilise une sorte de compétence sur Takeru, l'observant minutieusement. Après quelques secondes, l'homme confirme qu'il ne ment pas. Alors, il dit à Ariana que c'est bon car il dit la vérité et le gars est bleu. Se sentant un peu confus, Takeru décide de demander ce qu'il veut dire par bleu, et l'aventurier lui dit qu'il a utilisé l'avarice.
Il s'excuse d'avoir lancé l'avarice sur lui sans demander et explique que sa version de la compétence lie la nature d'une personne. Bleu signifie qu'il est propre sans mauvaise intention, alors il sait que ce n'est pas une mauvaise personne. Takeru sait qu'il ne mentait pas, alors cela semble être assez juste pour lui. Laissant cela de côté, l'homme suggère de passer à l'évaluation et au paiement, mais Ariana lui dit que Takeru est encore au milieu de l'inscription. Cela laisse l'homme un peu confus car il pensait que Takeru était ici pour vendre la carapace de crabe. En entendant cela, Takeru décide de le corriger, disant qu'il veut en fait juste manger le crabe. Tous les gens de la guilde sont laissés un peu perplexes après avoir entendu cela, lui demandant s'il va vraiment manger cette chose. Takeru ne peut que sourire maladroitement, ne comprenant pas toute l'agitation car, à son avis, la viande de crabe Mont Blanc est incroyablement délicieuse. L'aventurier décide d'ignorer cela pour procéder à l'inscription, lui demandant s'il a des membres de groupe. Takeru pointe Bee et leur dit que c'est son partenaire, ce qui laisse tout le monde surpris à nouveau. Avoir un partenaire dragon augmente sa réputation. Et comme ça, Takeru commence rapidement à attirer l'attention. Remarquant cela, Ariana décide de terminer son inscription et lui dit que tout le monde commence durant le plus bas, F, selon les règles de la guilde. Elle lui dit qu'elle l'encouragera, et Takeru la remercie, acceptant le bracelet qu'elle lui a donné et réalisant qu'il est maintenant assorti avec Bee. Peu après cela, Takeru trouve la famille de l'aventurier qu'il a trouvé mort dans les bois pour rendre ses affaires, leur donnant la triste nouvelle. Il leur dit qu'il l'a trouvé dans les bois près du village de Tormi, mais il doute qu'il ait souffert. La famille pleure à la nouvelle et la mère de l'aventurier dit qu'il était toujours imprudent, causant toujours des problèmes. Son mari remercie Takeru d'être venu ici pour les informer, mais une quinte de tout interrompt sa phrase. Juste à ce moment, Takeru se souvient que Redon était celui qui a identifié les affaires de l'aventurier et lui a dit qu'il était Belleria, un homme qui prenait des emplois pour payer le médicament de son père. Takeru avait seulement l'intention de livrer les affaires de Belleria à sa famille, mais voyant la santé de son père, il décide de faire quelque chose de plus pour les aider. Quelque temps plus tard, il rencontre un évaluateur à la guilde et lui dit qu'il a 8 feuilles d'ara et 6 racines de Paul ainsi que 20 de chaque champignon lapis et maté. L'évaluateur est content de voir les objets et lui dit qu'il n'a jamais vu d'aussi gros champignons et que leurs clients parlent aussi très bien de lui. Il est à la guilde depuis peu de temps maintenant, mais ils veulent l'embaucher spécifiquement. Takeru admet qu'il se sent honoré d'entendre cela. Et juste à ce moment, Ariana entre dans la pièce pour l'informer qu'ils ont en fait reçu beaucoup de demandes d'emploi pour lui. Bien sûr, il ne peut pas tous les faire, mais il décide d'en accepter au moins quelques-uns. Alors Ariana le remercie et dit qu'elle notifiera les clients. Après une longue journée, Takeru décide de se détendre dans les bains de la ville, se sentant reconnaissant de pouvoir réellement prendre un bain dans ce monde. Cela fait un demi-mois qu'ils sont arrivés à Belkaïm. Et quand ils sont arrivés pour la première fois, ce bain était sale, alors il n'a pas hésité à utiliser la magie de nettoyage. Maintenant, il peut terminer ses journées en soulageant son épuisement avec un bain. Et il ne pourrait pas être plus heureux à ce sujet. Pendant qu'il se détend, un homme lézard de la guilde nommé Cleston le rejoint dans le bain. Takeru est un peu surpris de le voir car il ne vient pas souvent ici à cette heure, mais Clay lui dit que ses vieilles cicatrices le font souffrir, alors il va probablement pleuvoir bientôt. Cela mis à part, il mentionne le fait que Takeru peut aussi lancer des sorts de guérison, car il a entendu une rumeur qu'il a soigné un homme malade dans les bidonvilles. Takeru sait qu'il fait référence au père de Belleria parce qu'il a décidé d'utiliser la magie de guérison sur lui pour guérir sa maladie ce jour-là. Il clarifie qu'il ne faisait que copier quelque chose qu'il avait vu auparavant, bien qu'il soit vrai qu'il n'a pas non plus facturé de frais. Clay lui dit qu'il est vraiment un gars désintéressé, mais qu'il pourrait se faire beaucoup d'argent. En entendant cela, Takeru s'inquiète un peu, se demandant si les guérisseurs qui facturent des frais lui en veulent maintenant. Cela ne fait que faire rire Clay bruyamment, mais il laisse cela de côté et lui demande s'il a reçu un avis concernant l'augmentation de son rang. Takeru lui dit simplement qu'il est heureux des choses telles qu'elles sont maintenant, alors il ne veut pas augmenter son rang. Clay confirme qu'il est désintéressé une fois de plus, mais il l'avertit qu'il attirera plus d'attention sur lui en agissant comme ça. Takeru clarifie qu'il y a des choses qu'il veut, comme des ciseaux tranchants pour rassembler des matériaux. Clay sort du bain, disant que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Et en tout cas, tout ce qu'il peut lui dire maintenant, c'est qu'il devrait en apprendre davantage sur le monde. Quelque temps après cela, Takeru retourne à la guilde après avoir terminé un travail, et l'évaluateur d'avant lui demande d'augmenter son rang, comme ils l'ont demandé de nombreuses fois auparavant. Après tout, un rang élevé n'est pas hors de portée pour lui, compte tenu des compétences qu'il a montrées. Encore une fois, Takeru lui dit qu'il n'est vraiment pas intéressé par l'avancement. Et au fond, il sait que s'il ne fait pas attention, l'avancement pourrait signifier plus de problèmes. Faire ce qu'il veut à un rang bas est bien mieux. Alors, il ne veut pas changer cela de sitôt parce qu'il veut vivre en paix. Juste à ce moment, un aventurier entre dans la guilde avec une terrible nouvelle, disant que des gobelins attaquent. Le maître de guilde leur demande de contacter tous ceux de Randé et plus, qu'ils se rassemblent à la station nord et amènent tous les magiciens de guérison et médecins disponibles. Il demande à une petite fille nommée Misery quels aventuriers de rang A sont encore dans la ville,
et elle l'informe que Blo et Monaan sont absents, mais que Clay est disponible. Le maître de guilde sait qu'elle fait référence à l'honorable roi dragon, alors il lui demande de le contacter tout de suite. Takeru voit toute l'interaction, mais il décide de quitter la guilde, pensant que ce n'est pas son affaire puisqu'il est de rang F. Malgré cela, le maître de guilde l'arrête tout de suite et lui dit qu'il vient aussi. N'ayant pas d'autre choix, Takeru assiste à la réunion stratégique, et le maître de guilde les informe que la ligne de front est dans les plaines de Stavlo au sud-ouest. Les gobelins se dirigeront directement vers Belkaïm, alors ils ne peuvent pas les laisser traverser le pont enjambant la rivière Zaalo. Tous les aventuriers sont d'accord et Takeru peut voir à quel point ils sont passionnés, alors il les considère comme de vrais sportifs. En tant que type art libéraux, il sait qu'il ne peut pas suivre, alors il se sent un peu déplacé. Juste à ce moment, une paire d'aventuriers nommés Diego et Oraldo lui parle, sachant qu'il est de rang F. Il lui demande de ne pas se mettre en avant et de finir par les gêner, bien qu'il soit sûr qu'il sera probablement trop effrayé pour être utile. Pendant qu'il rit de lui, le maître de guilde s'approche de Takeru et mentionne qu'il est apparemment le cueilleur dont Gris n'arrête pas de parler avec enthousiasme. Takeru se présente nerveusement et le maître de guilde lui dit que les gens n'ont que de bonnes choses à dire sur lui et qu'il est inhabituel pour Gris de louer quelqu'un inconditionnellement comme ça. En entendant cela, Takeru sourit simplement maladroitement et dit qu'il est honoré pendant que le maître de guilde le fixe sans cligner des yeux. Le voyant imperturbable, le maître de guilde rit, content de voir qu'il est la première personne qui n'a pas été intimidée par sa présence. Il parie qu'il est bien plus impressionnant qu'il n'en a l'air, bien que Diego et Oraldo ne soient pas d'accord puisque Takeru n'est qu'une chose maigrichonne pour eux. Takeru souhaite intérieurement qu'il ne l'ait pas tant vanté parce qu'il ne veut pas d'attention négative. Le maître de guilde part simplement en disant qu'il peut se protéger malgré son rang F. Alors il doit juste protéger ce qu'il veut protéger. Diego et Oraldo partent avec le patron. Alors Nuiserie reste avec Takeru et mentionne qu'elle ne peut pas croire que le patron envoie des rangs F là-bas. Elle s'excuse pour cela mais en même temps montre à quel point elle est excitée maintenant qu'ils sont là voulant participer à l'action. Takeru est un peu confus. Alors Nuiserie se présente et lui dit qu'elle peut utiliser un peu de magie de guérison. Alors, ils doivent s'assurer de répondre aux attentes du maître de guilde dans cette bataille. Malgré son excitation, une fois qu'ils se dirigent vers la base pour la mission, Nuiserie a clairement peur de tout. S'accrochant à Takeru comme si sa vie en dépendait. Elle essaie de nier sa peur même si elle pleure sans arrêt, et Takeru sait qu'il doit la calmer ou elle va être un problème. Il lui rappelle qu'ils sont à l'arrière où ils ne peuvent même pas voir l'ennemi, et elle est toujours terrifiée. Si elle peut utiliser sa magie de guérison, alors elle devrait se concentrer sur la guérison des blessés parce que personne n'a dit qu'elle devait se battre. Takeru la rassure, disant qu'il est normal d'avoir peur. Et pour une fois, Nuiserie arrête de pleurer et écoute. Il lui dit que les combattants se blessent mutuellement sur le champ de bataille, alors c'est naturel d'avoir peur, et elle ne devrait pas avoir honte de se sentir ainsi. Après tout, ils se battent parce qu'ils ont peur, et ils ripostent parce qu'ils ont peur. Ils doivent juste faire ce qu'ils peuvent pour survivre, et elle a le pouvoir de le faire. Nuiserie essuie rapidement ses larmes et change d'attitude. Alors, son excitation revient rapidement, et elle décide de faire de son mieux pour faire ce qu'elle peut. Une fois qu'elle retourne à la base, Clay s'approche de Takeru après avoir entendu son discours, clairement amusé. Takeru admet que c'était inhabituel, mais Clay clarifie qu'il pensait juste que même lui parle passionnément parfois. Laissant cela de côté, Takeru mentionne qu'il pensait qu'il serait en première ligne, mais Clay lui dit que ses vieilles cicatrices lui font mal aujourd'hui et que son corps ne lui obéit pas. Takeru suppose qu'il parle des cicatrices profondes sur son dos qu'il a vues au bain, alors il lui demande si c'est à cause d'elle. C'est clairement un sujet sensible pour Clay, alors cela le déstabilise un moment, mais une fois qu'il récupère, il lui demande s'il ne pense pas qu'elles sont un insigne de honte pour un guerrier. Après tout, n'importe qui penserait qu'il les a eues parce qu'il a fui un ennemi. Takeru lui dit qu'il les a eues en défendant quelqu'un et même s'il a été gravement blessé, il est toujours en vie, ce qui signifie qu'il peut protéger quelqu'un d'autre. Clay est un peu surpris, mais il admet que c'est une façon de voir les choses. Juste à ce moment, ils reçoivent le signal du maître de guilde, qui les informe que la formation a été percée et que les forces ennemies arriveront bientôt. Clay attrape une arme sans hésitation, disant qu'il va en première ligne parce que même si son corps se brise, il va les protéger. Il part avant que Takeru ne puisse objecter, mais Takeru sait que Clay ne pourra protéger personne s'il est brisé. Nuiserie garde son sang-froid malgré la situation et Takeru réalise qu'il ne peut pas s'inquiéter d'éviter les problèmes maintenant. Il décide de sortir son bâton et active un bouclier magique entourant la zone avec de solides murs pour protéger la base. Takeru fait savoir à Nuiserie qu'il va aller vérifier Clay et part immédiatement, appliquant le durcissement aux deux mains et pieds pour combattre les gobelins sur le chemin. Il hésite un peu car même si ce sont des monstres, combattre des humanoïdes est difficile. Malgré cela, il sait qu'il ne peut pas s'inquiéter de cela maintenant. Alors, il demande à Bee de les abattre. Le petit dragon prépare une attaque puissante pour le faire et tous les aventuriers à proximité se baissent immédiatement pour se protéger. En quelques secondes seulement, tous les gobelins sont éliminés grâce à Bee. Alors Diego et Oraldo les remercient de les avoir sauvés. Ils expliquent qu'un monstre de haut rang est apparu et c'est un sergent gobelin.
La ligne de front s'est effondrée à cause de lui, mais grâce à Clayston, ils ont réussi à s'échapper. Cependant, ils se sont séparés à un moment donné, alors ils ont perdu le contact avec Clay et n'ont aucun moyen de le trouver. Dans une autre scène, nous voyons Clay se battre contre les gobelins sous la pluie seul, mais la douleur de ses cicatrices lui fait commettre une erreur fatale. Juste au moment où les gobelins sont sur le point de le finir, Bee s'occupe d'eux avec la foudre. Comme avant, Takeru s'approche rapidement de Clay, disant qu'il sait que le temps fait mal à ses cicatrices. Clay crie de douleur quand il lui tapote le dos, alors Takeru lui demande de battre en retraite, disant qu'ils planifieront une contre-attaque. Juste au moment où ces mots quittent sa bouche, un grognement fort se fait entendre au loin, et Clay lui dit qu'il ne peut pas battre en retraite maintenant. Takeru clarifie que lui et Bee peuvent se battre, mais Clay l'avertit que même s'ils courent, les gobelins les rattraperont. Le sergent gobelin s'approche soudainement d'eux avec une attaque violente, et les plus petits gobelins les entourent. Après avoir esquivé l'attaque, Clay leur dit qu'ils doivent s'échapper pendant qu'il leur fait gagner du temps. Voyant sa résolution, Takeru décide de lui demander si ses cicatrices sur son dos sont importantes pour lui, voulant savoir si elles sont un souvenir de quelque chose ou peut-être un rappel de quelqu'un d'important. Alors qu'il combat les gobelins, Clay lui dit qu'elles ne sont que la preuve de sa folie. Alors, il les déteste totalement. Takeru confirme qu'il ne verra pas d'inconvénient à ce qu'il les efface dans ce cas. Alors, juste après que Bee attaque les gobelins, il prend de l'eau de Boldias de son sac et la jette sur le dos de Clay. Après cela, il utilise un sort appelé Ritulius et guérit tout le corps de Clay. Clay tombe à genoux alors que ses cicatrices disparaissent rapidement et que son corps se transforme soudainement. Takeru est un peu surpris de voir à quel point il a changé et Clay lui dit que la force monte en lui et qu'il se sent comme s'il était à nouveau jeune. Grâce à cela, il est capable de combattre les gobelins avec ses griffes nues et les finit tous en quelques minutes seulement. Après que la zone soit dégagée, le maître de guilde s'approche de Takeru et lui demande s'il était celui qui a fait ressortir le pouvoir de Clayston. Takeru explique qu'il a simplement utilisé un peu de magie de guérison, mais le maître de guilde lui dit qu'il sait que ce n'est pas tout ce qu'il peut faire. Il a aussi entendu dire qu'il a lancé des sorts énormes également, bien que c'était en fait Bee. Le maître de guilde lui demande qui il est vraiment, mais Takeru lui dit qu'il n'est qu'un aventurier ordinaire de rang F dont la seule compétence est de rassembler des matériaux. Malgré à quel point cela semble peu convaincant, le maître de guilde décide de ne pas fouiner davantage et lui dit que la guilde le récompensera pour ses actions. Cette nuit-là, Clay lui rend visite, exigeant qu'il explique ce qu'il a fait. Takeru est content de voir qu'il est revenu à la normale maintenant, mais Clay clarifie qu'il n'est pas du tout revenu à la normale car il y a encore quelque chose de chaud qui couve en lui. Alors, il a besoin de savoir ce qu'il lui a fait. Takeru essaie de le calmer et explique qu'il a juste jeté de l'eau d'éléments magiques et lancé Ridifrius sur lui. Voyant la confusion de Clay, Takeru lui dit que c'est une agrégation d'éléments magiques hautement concentrés de haute pureté. L'ancien dragon Boldias l'avait dans son lac souterrain qui est connecté à son sac. Clay est clairement perdu avec toutes les informations. Alors, Takeru explique que Valdia est le père ou la mère de Bee. Savoir que Bee est un ancien dragon le surprend un peu, mais Clay lui demande pourquoi il a jeté cette eau bénie sur lui. Takeru lui dit que puisque l'élément eau est composé de pouvoirs magiques, il pensait que cela accélérerait sa guérison s'il l'absorbait par sa peau. C'était vraiment une urgence, alors il voulait faire tout ce qu'il pouvait à ce moment-là. Clay comprend qu'il peut aussi utiliser des sorts de guérison avancés. Mais encore une fois, Takeru lui dit qu'il ne fait en fait que copier quelque chose qu'il a vu auparavant. Apparemment, la magie de guérison est beaucoup plus efficace quand il imagine la composition du corps. Cela n'a fonctionné que parce qu'il savait que des nerfs importants sont concentrés dans le dos. En entendant cela, l'expression de Clay reste sérieuse alors qu'il demande à Takeru qui il est vraiment. Cette question le prend au dépourvu et le lourd silence dans la pièce fait que Takeru se sent en conflit. Il commence à se demander ce qu'il devrait faire parce que ce jeune homme ou Dieu ne lui a pas exactement interdit de révéler son identité, mais révéler cela causerait un tumulte. Si cela arrive, il ne pourra pas retourner à la vie qu'il avait, et c'est quelque chose qu'il ne veut pas. Cependant, Takeru sait qu'il est responsable de ce qui est arrivé à Clay aussi, alors il ne peut pas simplement lui mentir facilement. Sentant son conflit intérieur, Clay se lève avec un soupir et lui dit qu'il ne demandera plus si cela le trouble autant. Il s'excuse d'avoir fait irruption dans sa chambre, mais avant qu'il ne puisse partir, Takeru l'arrête rapidement, disant qu'il va lui dire parce qu'il lui fait confiance. Clay s'arrête un moment, et Takeru confesse finalement qu'il vient d'un autre monde. Un long silence suit cette confession, mais la tension se dissipe rapidement quand Clay le regarde comme s'il était fou. Takeru sourit nerveusement, disant que c'est juste normal pour lui de faire cette expression après avoir entendu quelque chose comme ça. Il essaie d'expliquer le concept de réincarnation et Clay suppose qu'il parle de quand une âme reçoit un nouveau corps et renaît. Takeru confirme rapidement cela et lui dit qu'il est mort une fois et est rené dans ce corps. Clay prend quelques minutes pour traiter cette information, mais il a clairement du mal à le faire. C'est pourquoi Takeru le fait asseoir et explique tout ce qui s'est passé en détail. Clay décide d'être honnête et lui dit qu'il trouve cela absurde et difficile à croire, mais il est vrai qu'il a en fait guéri ses vieilles cicatrices et l'a transformé en dragonute. Un dragonute est l'espèce ancestrale des hommes lézards, et il est fier d'avoir pris cette forme de sang noble,
mais cela l'effraie encore un peu. Clay confesse qu'il craint de perdre la raison et de tout détruire, mais Takeru essaie de le rassurer, disant qu'il est sûr qu'il s'y habituera finalement. Malgré sa tentative de le calmer, Clay devient furieux à nouveau et lui demande d'être plus responsable. Takeru lui rappelle qu'il ne peut pas revenir à ce qu'il était, alors il doit juste faire attention à ne pas trop s'exciter. Clay clarifie que ce n'est pas si simple et qu'il voulait lui dire qu'il fait tout trop décontracté, alors il va profiter de l'occasion pour lui passer un savon aujourd'hui. Takeru n'est pas trop excité d'entendre cela du tout, mais il sait qu'il ne peut pas lui échapper, alors il devra juste le supporter. Quelque temps plus tard, lui et Bi décident de visiter le quartier des artisans de la ville, et après un moment de marche, Takeru s'arrête devant un magasin d'armes. Il dit à Bi qu'il veut acheter quelque chose là-bas, et juste à ce moment, une femme avec des oreilles félines les approche. Elle est clairement la commerçante. Takeru décide de lui demander si elle vend des ciseaux pour la récolte de matériaux, car les siens sont clairement émoussés et usés. La femme lui répond qu'ils n'en ont pas, mais elle le reconnaît comme le collecteur de matériaux dont tout le monde parle. Lorsque Takeru confirme, elle se présente sous le nom de Ribble et dit qu'elle pourrait peut-être l'aider dans ce cas. Elle explique que son maître Grusas est un forgeron de tout premier ordre, donc il pourra sûrement lui venir en aide, mais qu'il devra d'abord aller chercher quelque chose que le vieil homme recherche. Takeru accepte d'en entendre les détails, alors Ribble le fait entrer et lui montre les environs de la forge. Il est clairement impressionné par leur travail, et elle mentionne qu'elle fait partie de ceux qui sont tombés amoureux de ce feu. Ribble lui assure qu'un jour, elle volera la technique du vieil homme et forgera une épée digne d'un héros. Takeru lui dit qu'il espère que son rêve se réalisera, puis la suit jusqu'au bureau du maître. Grusas questionne immédiatement la présence de Takeru, alors Ribble l'informe qu'il s'agit du collecteur de matériaux dont tout le monde parle dernièrement. Un peu sceptique, Grusas remarque que c'est une belle réputation pour un nouveau venu, mais Takeru précise qu'il a simplement eu de la chance. Ribble dit à son maître qu'elle pensait qu'il pourrait peut-être ramener un peu de minerai pour l'épée qu'il compte présenter à l'exposition des artisans. Grusas lui répond aussitôt qu'il n'enverra jamais un collecteur dans la mine de Ryuei, car c'est bien trop dangereux. Ribble tente de le convaincre, disant qu'il ne saura jamais tant qu'il ne lui aura pas demandé s'il est prêt à le faire. Grusas élève soudain la voix pour la faire taire, affirmant que la réponse est toujours non. Elle insiste avec obstination et lui rappelle qu'il y a une date limite à respecter. Ribble tire alors sur un poil de sa barbe et le défie de forger avec des matériaux de mauvaise qualité, juste pour voir s'il pourra encore se dire maître après ça. Grusas s'écrie qu'elle a du culot de dire une chose pareille, mais il la prévient que Ryuei n'est pas seulement infesté de monstres en ce moment, il y a aussi des rumeurs de démons là-bas. Ribble finit par se calmer et admet qu'elle en a entendu parler aussi, disant que la baisse d'approvisionnement en minerai pourrait venir de cette chose dans la mine. Grusas lui demande si elle a déjà mentionné cela au collecteur, et Ribble se sent un peu coupable en réalisant qu'elle ne l'a pas fait. Grusas lui dit alors qu'un forgeron qui ne sait pas donner de la valeur à la vie n'a rien à faire avec un marteau. Il apprécie sincèrement qu'elle ait amené le collecteur pour le bien de la forge, mais il ne compte pas envoyer un jeune mourir simplement parce qu'ils sont désespérés. Ribble le regarde avec admiration, clairement ému. Elle s'excuse alors auprès de Takeru et lui demande d'oublier toute cette histoire. Cependant, Takeru leur offre simplement quelques biscuits et comprend que le seul minerai adapté à leur épée se trouve justement dans la dangereuse mine de Ryuei. Ayant cela en tête, il demande à Grusas s'il accepterait de lui forger une paire de ciseaux uniques en récompense s'il parvient à rapporter du minerai d'Hydra depuis la mine de Ryuei. Grusas lui demande s'il n'a rien entendu de ce qu'il a dit à propos de cette mine, mais Takeru lui assure qu'il peut gérer tout ce qui s'y trouve. Pour le prouver, il leur montre une partie du corps d'une bête qu'il a vaincue, une que même des aventuriers de rang B auraient du mal à affronter. C'est suffisant pour qu'il le laisse prendre la mission. Takeru prend donc bientôt une carriole, sachant que leur destination se trouve au-delà du village des Buila, dans le gouffre de Vozrao. Bi lui dit soudain qu'il veut manger du crabe, mais Takeru lui répond qu'ils n'en ont plus, malheureusement, bien qu'il aimerait en avoir à nouveau. Certaines personnes dans la carriole racontent que des choses étranges se produisent dernièrement, comme le fait que toutes les herbes vénéneuses du col de Robert ont fané du jour au lendemain. Ils ont aussi entendu parler d'étranges perturbations dans la forêt des arbres blancs. Takeru écoute calmement leur conversation, essayant de se convaincre que rien de tout cela n'est de sa faute. Au bout d'un moment, il arrive dans un village où se trouve un marchand de chevaux et se dit que ce serait bien de pouvoir voyager à cheval un jour. Juste au moment où il s'apprête à partir, Takeru entend une femme se disputer avec le marchand et réalise qu'il s'agit de l'elfe qu'ils ont déjà rencontré. Elle dit à l'homme qu'elle a demandé un destrier blanc pur capable de galoper à travers les cieux. Mais celui-ci lui montre un grand piaf blanc, pas un cheval. Le marchand lui rappelle que c'est un vendeur de chevaux, et qu'ici, on appelle cheval tout ce qui peut transporter des charges. Qu'il s'agisse d'un aigle géant ou d'un corbeau géant, c'est quelque chose que l'elfe ignorait clairement, alors elle s'excuse, admettant qu'elle s'est sans doute mal exprimée. Le marchand la pardonne aussitôt, disant qu'il aurait dû vérifier 2 fois, sachant qu'elle cherchait probablement un Pégase blanc. Il lui dit qu'elle aura peut-être plus de chance à Vozrao, le royaume des nains. L'elfe s'en va joyeusement avec cette information, et Takeru comprend qu'elle se dirige vers le même endroit qu'eux. Cela dit,
il dit à Bee qu'ils peuvent prendre leur temps et récolter des matériaux en chemin. Le premier qu'il collecte est le champignon Noretz, un champignon à pois blanc vénéneux sur un chapeau vert. Malgré son apparence, c'est un ingrédient hautement nutritif qui augmente l'endurance. Il ramasse aussi un champignon mozo, à chapeau rouge et pois blanc, qui favorise la croissance et le développement rapide lorsqu'il est consommé. Takeru se rend compte que la forêt alentour est un véritable trésor d'ingrédients. Il trouve aussi beaucoup d'herbes de clair de lune, une fleur jaune censée éclore sous la lune croissante. Son nectar est adoré des esprits et aide à soulager la fatigue. Écrasée, elle peut également servir de baume efficace pour les blessures. Takeru utilise immédiatement ses ciseaux pour en récolter, mais juste après, un grognement familier retentit dans les bois. Cette fois, ils reconnaissent vite le son et, comme prévu, ils trouvent l'elfe assise contre un arbre, complètement assoiffée et affamée. La scène est bien trop familière à Takeru, qui décide de lui donner de l'eau et de la nourriture comme la première fois. Revigorée, la femme s'approche pour lui serrer la main, lui disant qu'elle lui est profondément reconnaissante. Takeru sourit, mais l'odeur qui s'échappe d'elle le fait reculer, et il utilise immédiatement sa magie de nettoyage sans réfléchir. Tout son corps est propre en quelques secondes. Takeru dit simplement qu'il ne pouvait pas supporter de voir l'image d'une pure et gracieuse elfe se détériorer davantage. La femme sourit et se présente enfin sous le nom de Velvaretta Broly. Elle admet que les noms elfiques sont difficiles pour les humains, et lui dit qu'il lui a rendu un grand service, aujourd'hui comme autrefois. Mais Takeru minimise cela et lui dit de prendre soin d'elle. Vel l'arrête avant qu'il ne parte et précise que les elfes ne rendent pas la gentillesse par l'indifférence. Il lui dit qu'il ne l'a pas aidé pour recevoir quoi que ce soit, mais elle lui demande de lui permettre au moins de l'aider dans son travail. Bee semble l'approuver, visiblement heureux de l'avoir avec eux. Takeru accepte donc qu'elle les accompagne jusqu'à la prochaine ville. Pendant qu'il récolte des champignons Noretz, Vel accourt joyeusement vers lui avec Bee, disant qu'elle a trouvé quelque chose d'incroyable. Elle lui montre un objet en disant que c'est des crottes d'ameurantées, mais Takeru utilise son sort d'analyse et lui dit que ce n'est qu'une pierre. Vel ne se décourage pas et revient peu après avec autre chose, mais Takeru lui dit qu'elle a juste ramassé des excréments. Elle décide d'essayer encore, mais cette fois Takeru l'avertit qu'elle a trouvé un champignon vénéneux. Vel pousse un cri de surprise, puis éclate de rire avec Bee, disant à quel point c'est terrifiant. Takeru la regarde simplement et se dit que son âge mental doit être à peu près le même que celui de Bee. Quand le soleil commence à se coucher, Vel décide d'aller chercher du bois de chauffage, bien que Takeru lui dise qu'il a des pierres magiques pour ça. Mais elle lui explique qu'il est important de laisser des traces d'un feu de camp, car ainsi, d'autres voyageurs sauront que l'endroit est sûr pour camper. Ayant cela en tête, elle part chercher du bois et revient un peu plus tard. Takeru est surpris de voir qu'elle n'a pas ramené du bois, mais un tronc entier sur son épaule. Vel lui demande d'être patient, puis lance le tronc en l'air, saute et sort deux dagues qu'elle utilise pour découper le tronc en morceaux utilisables pour le feu. Takeru la regarde, bouche bée, se demandant si les elfes sont tous comme ça. Il remarque que les épées qu'elle a utilisées sont impressionnantes et décide de lancer une analyse pour voir les détails. Takeru découvre avec surprise qu'il s'agit d'armes de rang A, les premières qu'il voit. L'arme de Vel s'appelle Jambia Sylphide, un trésor des hauts elfes. Ce sont des dagues imprégnées du pouvoir des esprits de l'air, augmentant la vitesse et la précision, et leur efficacité dépend de la puissance magique latente du porteur. Même parmi les hauts elfes, seuls ceux d'une lignée choisie peuvent les manier. Cela dit, Takeru utilise le bois pour préparer sa soupe préférée, et Vel est ravie d'en goûter. Dès la première gorgée, elle est émerveillée par la texture moelleuse des boulettes blanches et par les légumes imbibés de bouillon, offrant une saveur douce mais riche. Vel et Bee se régalent de la soupe, et même si Takeru pense qu'ils exagèrent, il est heureux qu'ils aiment le repas. Pendant qu'elle mange, Vel lui demande s'il se rend aussi à Vosrao. Il lui répond qu'il a une mission et doit collecter du minerai d'Ildra dans la mine de Ryuet. Takeru lui demande pourquoi elle y va, et Vel devient sérieuse en expliquant qu'elle cherche le Pégase blanc des cieux que sa sœur Utikara désire depuis toujours. Takeru essaie vraiment de la prendre au sérieux, mais les miettes sur son visage cassent vite l'ambiance. Vel s'essuie le visage avec sa manche et change de sujet, disant qu'elle a encore profité de sa cuisine et que sa dette envers lui ne fait que grandir. Takeru lui propose alors de l'engager comme garde du corps, puisqu'il pourrait apprendre d'elle des choses comme le truc du feu de camp. Vel est surprise que ce soit tout ce qu'il lui demande, mais Takeru est sûr que c'est déjà beaucoup. Après le repas, Vel lui dit que, quoi qu'il en soit, elle prend leur rencontre comme un bon présage, louant leur déesse divine Libralina. Vel accepte l'offre de Takeru, promettant de l'accompagner dans ce voyage comme sa garde du corps. Takeru est un peu surpris de la voir si fiable, mais cette nuit-là, ses ronflements puissants l'empêchent de dormir. Le lendemain matin, les cernes sous ses yeux sont évidentes, mais il continue sa route. Vel lui indique qu'au-delà de la rivière se trouve le royaume des nains et la chaîne de montagnes Ryuet. Sans y penser, il dit que cela ressemble à la chaîne de Otaka de chez lui. Vel n'a aucune idée de ce dont il parle, mais il laisse passer et décide de trouver à manger d'abord. Ils vont dans un restaurant et commandent 3 portions de la spécialité naine, le jupé enveloppé de viande. Takeru goûte le premier et se réjouit de la saveur, tandis que Vel dit que c'est exactement comme son ami lui avait décrit.
Il suppose qu'elle parle d'un autre elfe, mais elle précise que son ami est un homme lézard, un chevalier dragon sacré de l'Empire Stolfa, portant le titre de roi dragon honorifique. Son ami lui avait dit qu'il se rendait à Belkem, donc il l'a peut-être déjà croisé. À ce moment-là, Cleston surgit de nulle part et lui dit que c'était bien plus que ça. Vel le salue joyeusement, disant que cela fait longtemps, mais Clay gronde Takeru pour être parti sans rien lui dire. Takeru explique nerveusement qu'il a bien fait un rapport au guild, même s'il a juste mentionné qu'il partait pour un moment. Clay l'accuse d'être encore trop vague et lui demande où il va exactement. Takeru lui dit qu'il se rend à la mine de Ruée pour récolter du minerai d'Ildra, ce qui scandalise Clay. En effet, de tels contrats miniers ne peuvent être acceptés à son rang. Takeru explique qu'ils sont en difficulté et qu'il n'a pas pu ignorer cela. Clay le prévient que la mine de Ruée est extrêmement dangereuse, donc il espère qu'il reçoit une vraie récompense, sinon il le regrettera. Takeru lui dit que oui, car Grusas lui a promis de lui fabriquer la paire de ciseaux ultime. Et s'il gagne les faveurs d'un forgeron de haut niveau, il pourrait même obtenir une belle marmite ou une poêle plus tard. Clay reste d'abord bouche bée, puis soupire en disant qu'il ne sait pas s'il est trop gentil ou juste désespérément naïf. Takeru lui assure que pour un collecteur, les ciseaux sont plus importants qu'une épée, donc il trouve que c'est une excellente récompense. Se sentant obligé, Clay décide de l'accompagner, disant qu'il ira avec lui jusqu'à la mine rue. Après tout, il prévoyait justement de se rendre à Vosrael pour faire réparer sa lance. Takeru hésite au début, mais Vel se réjouit en apprenant que Cleston sera aussi le garde du corps de Takeru. Elle lui dit qu'elle voyage déjà avec Takeru comme garde du corps sur la route de Vosro. Clay trouve que ce mot sonne bien et accepte d'être le second garde du corps de Takeru. Désormais, un vieux samouraï grincheux et une elfe étourdie l'accompagnent. Mais malgré leurs grandes compétences, Takeru ne peut s'empêcher de se sentir nerveux. Le lendemain, ils atteignent enfin Vosrael, mais trouvent une foule immense à l'entrée. Takeru remarque que chaque entrée de ville qu'ils ont visitée était bondée, ce qui est vraiment un problème. Malgré cela, Clay parle à un garde, et ils sont immédiatement autorisés à entrer sans attendre. Takeru lui demande si c'est vraiment normal, car il a l'impression d'un traitement VIP, mais Clay précise qu'il a simplement salué une connaissance. Le garde les conduit à l'intérieur et leur explique que Vosrao a commencé comme une colonie minière construite dans les grandes grottes laissées par l'extraction du fer. Il les accueille dans le royaume des nains, et Takeru est stupéfait de voir qu'il existe une ville entière sous terre. Le garde informe Cleston que le roi a demandé sa présence, et Takeru est encore plus choqué d'apprendre que son ami connaît le roi. Clay lui dit qu'on peut appeler ça une vieille relation compliquée, mais le garde répond qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans, après tout, c'est le héros qui les a sauvés du roi Tonnerre Zengmu lui-même. Cleston dit que ce n'est pas aussi impressionnant que ça en a l'air et explique qu'à l'époque, les nains étaient habiles à forger mais incapables de manier des armes, et qu'ils devaient verser un tribut à un seigneur démon impitoyable. Le jour où ce démon l'a vu passer par hasard, il a pris peur et s'est enfui, et c'est tout. Takeru trouve cela impressionnant malgré tout, et le garde leur dit qu'en commémoration, ils ont érigé une statue en son honneur. Tout le monde est impressionné à la vue de la statue, sauf Cleston, gêné. Takeru tente de le rassurer en disant qu'elle ne lui ressemble même pas, mais Clay répond que c'est justement le problème, car son nom y est inscrit, les gens penseront donc que c'est son vrai visage. Dès qu'il voit Zorwadin, le roi, Clay se plaint aussitôt de la laideur de la statue. Pendant que les autres observent la scène, Takeru s'avance pour parler au roi et lui remet une lettre d'introduction de Grusas Pandras, représentant de la guilde des forgerons du district commercial de Belkaïm. Dans la lettre, il demande la permission pour Takeru d'entrer dans la mine de Ruée afin d'y collecter des matériaux. Zorwadin semble bien connaître Grusas, et il leur dit que plusieurs mois plus tôt, cette mine est devenue un repère de démons après un grand tremblement de terre. Takeru affirme qu'il souhaite tout de même y aller, et Cleston informe le roi que Takeru est sous sa protection, tandis que Vel est une redoutable guerrière, donc il n'y a rien à craindre. Sachant cela, le roi leur confie la mission de découvrir la vérité derrière les troubles démoniaques dans la mine de Ruée. Cleston accepte sans hésiter, mais Te n'a aucune idée de quelle vérité il parle. Il leur rappelle qu'il veut juste collecter du minerai, mais Cleston accepte sans même l'écouter. Peu après, il rencontre Zambo, le chef réceptionniste de la guilde des aventuriers de la ville. Il leur dit qu'il sera chargé de les guider à travers les tunnels et ouvre une porte pour les laisser passer. Takeru lance un simple sort de lumière et consulte la carte que Zambo leur a donnée pour ne pas se perdre. Il utilise sa compétence pour reconnaître les différents types de matériaux présents dans la mine, mais remarque que la réaction minérale autour est faible. Zambo est surpris qu'il puisse le remarquer d'un simple coup d'œil, et Takeru décide d'aller un peu plus loin. Mais Bill les alerte soudain d'un danger, et Cleston leur ordonne de se coller au mur car quelque chose arrive. Takeru utilise rapidement son sort de détection et voit un monstre foncer vers eux. Clay et Vel se mettent en garde, mais Takeru les aide à abattre les monstres avec sa magie. Vel termine le travail avec ses dagues, puis il s'enfonce plus profondément là où la concentration magique est plus forte. Takeru atteint une impasse et remarque qu'il y a quelque chose de plus profond encore. Il dresse une barrière et solidifie la paroi en lançant des explosions de feu contre le mur. Zambo est stupéfait de voir des veines d'Ildred partout, un minerai exceptionnellement rare.
Takeru analyse et confirme qu'il s'agit d'un matériau de rang A, et Cleyston lui dit que c'est pratiquement une pierre magique. Bee les avertit soudain d'un autre danger, et Zambo leur dit qu'un démon arrive. Takeru devient aussitôt sérieux et demande à Vel et Clay de le laisser s'en charger, car il en a vraiment besoin. À ce moment-là, un énorme crabe surgit devant eux. À peine ils voient le monstre, que Takeru et Bee se mettent à baver, heureux de pouvoir manger du crabe. Clay et Vel sont clairement confus de les voir baver devant ce monstre dangereux. Clay essaie d'avertir Takeru que ce n'est pas le moment de célébrer et juste à ce moment-là, le crabe géant manque de l'écraser. Takeru esquive rapidement l'attaque et Clay explique qu'ils font face à un crabe Trango, un monstre féroce de rang A. Malgré leurs avertissements, Takeru ne voit qu'un plat principal potentiel et rien ne le fera changer d'avis. C'est pourquoi il sort son bâton et demande à Bee de le couvrir sans utiliser de feu ou de foudre. Takeru active alors immédiatement la réduction rapide et le durcissement sur ses mains et ses pieds pour combattre pendant que Bee le soutient avec une attaque sonique. Dès qu'il frappe le crabe avec son bâton, Takeru réalise que ce crabe est plus coriace qu'il n'y paraît, mais cela ne va pas l'arrêter. Après avoir esquivé une attaque, Bee utilise sa magie de glace pour geler l'une des pattes du crabe, et Takeru utilise Scan pour trouver son point faible. Une fois qu'il le fait, il lance un sort pour créer des aiguilles de glace et le combine avec la magie de Bee pour geler entièrement le crabe Trango. Tout le monde est stupéfait après avoir été témoin d'une telle chose parce qu'ils n'ont pris qu'un instant pour vaincre ce monstre. Cependant, il est assez évident que Clay est en fait en colère, et il s'approche de Takeru pour lui demander pourquoi ils ont combattu seuls. C'est alors que Takeru réalise qu'il a gâché les choses. Alors, il explique nerveusement qu'il s'est laissé emporter. Il pensait aussi que s'ils utilisaient des armes toutes couvertes de boue et de sang, cela pourrait gâcher les parties comestibles. Clay n'arrive pas à croire qu'il prévoit de manger ce crabe, mais il ignore ce fait et rappelle à Takeru qu'il est son garde du corps. Takeru lui dit qu'il est un peu plus habitué à combattre les crabes, et Clay admet que sa magie est hors du commun. Mais néanmoins, dans des moments comme celui-là, il doit rester calme, faire confiance à ses alliés et combattre ensemble. Clay clarifie que ni lui ni Vel n'ignoreraient jamais son jugement, alors il doit compter un peu plus sur eux. Une fois que c'est clair, Takeru et Bee s'excusent tous les deux. Alors, Cleyston leur pardonne facilement et va sortir le crabe des mines. Après un moment, ils ont réussi à extraire tout le minerai d'Elite aux alentours, mais Takeru capte toujours de fortes lectures plus loin. Donc, s'il creuse plus profondément, il y a de bonnes chances qu'il tombe sur une quantité encore plus importante. Zambo lui dit qu'il a abattu ce démon et trouvé tout ce gisement minéral pour eux, alors il est très reconnaissant. Il commence soudainement à pleurer de bonheur, et Takeru ne peut s'empêcher de penser à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, tremblement de terre, distorsion à travers le pays, monstres réveillés par l'essence magique, et plus encore. Cela lui fait penser que peut-être l'essence magique de Voldius a eu un impact plus important qu'il ne le pensait. Agir dans des endroits affectés par tout cela, cela lui fait croire que ce doit être ce que le dieu voulait dire quand il a dit qu'une seule goutte peut changer le monde. Sur le chemin du retour, Takeru pense au fait qu'il a fait les choses à sa manière tout ce temps, et peut-être qu'il change ce monde petit à petit. Si c'est le cas, il espère que c'est un changement positif pour tous ceux qu'il a rencontrés en chemin. Une fois qu'il rencontre le roi, Takeru l'informe que l'enquête à l'intérieur du puits de mine est terminée et qu'ils ont éliminé la plus grande menace. Zambo confirme cela, disant qu'il a tout vu de ses propres yeux et qu'il n'a pas cligné une seule fois. Takeru décide d'ouvrir son sac pour leur montrer le crabe Trango gelé, ce qu'il croit être un démon redoutable. Zorwadin est choqué de voir une présence aussi terrible et leur dit qu'ils ont bien fait de vaincre cette créature terrifiante, et c'est un acte qui mérite une récompense. Dans cet esprit, Takeru décide de prendre le crabe comme récompense. Et même si le roi est vraiment confus par sa demande, il l'autorise. Peu de temps après, ils sortent du château et Vel est plus que satisfaite, disant que 3 millions de rêves chacun est une belle somme. Cependant, Takeru pense toujours au crabe, prévoyant de préparer d'abord du sashimi, puis du crabe grillé et peut-être un hot pot comme la dernière fois. Bee est aussi excité que lui, mais Clay leur demande à quoi il pense, et Takeru explique que la carapace dure du crabe pourrait faire un excellent matériau pour des ciseaux de récolte, donc il y a beaucoup de choses à attendre avec impatience. Le lendemain, Vel est plus qu'excité de recevoir sa récompense, un magnifique destrier blanc, le véritable Pégase de légende qu'elle recherchait. Clay reçoit aussi sa récompense, sa précieuse lance complètement réparée et prête à être utilisée. Vel monte sur le cheval et dit à Takeru qu'elle doit rentrer chez elle parce que le Pégase est destiné à sa sœur. Avant de partir, elle mentionne qu'elle lui doit une grande dette, une si grande qu'elle pourrait passer toute sa vie et ne jamais la rembourser. Takeru lui demande de ne pas s'inquiéter à ce sujet parce qu'il a obtenu un crabe dans l'affaire. Et avec ça, ils sont quittes. La calèche arrive pour les récupérer juste à ce moment-là. Alors Vel dit au revoir, disant qu'elle espère qu'ils se reverront. Une fois de retour à la guilde, Ariana est un peu surprise de voir Takeru et Cleyston ensemble. Alors, elle leur demande s'ils ont formé une équipe. Takeru essaie de lui dire qu'il a juste commencé à les suivre, mais Clay l'interrompt et dit qu'ils ont formé une équipe temporaire mais indéfinie pour le moment. Ariana saute d'excitation, disant qu'elle doit rapporter cela à Wade immédiatement.
Après son départ, Takeru regarde Clay avec une expression accusatrice, mais Clay fait comme si de rien n'était et dit que c'est bien parce qu'il n'est qu'un vagabond sans destination particulière. De plus, il sait déjà qu'il est quelque chose de plus que les humains ordinaires. Alors avoir quelqu'un pour surveiller ses tendances excentriques n'est pas une si mauvaise idée. Takeru pense que c'est un peu insultant, mais il sait qu'il ne peut pas argumenter, surtout quand il voit à quel point Bee est heureux d'avoir Clay dans les parages. Même si Clay peut être un peu moralisateur, Takeru commence à penser que voyager ensemble pourrait ne pas être si mal. Après quelques discussions, il décide d'un nom avec la suggestion de Clay, qui est la Brigade Azur Noir. Une fois que c'est réglé, Takeru décide de rencontrer Ribble et Grusas pour leur donner le minerai d'Ildret, attendant d'entendre ce qu'ils en pensent. Cependant, pas un seul mot ne sort d'eux alors qu'ils inspectent Lilith, et ils commencent simplement à trembler. Cela le déstabilise un peu parce qu'il pensait que l'Ildret de haute pureté serait parfait pour forger une épée. Mais maintenant il pense à la possibilité que cela rende le travail plus difficile quand c'est trop pur. Takeru attend nerveusement une réponse, mais Grusas laisse juste échapper un cri euphorique et commence bientôt à pleurer avec Ribble, qui dit qu'elle est heureuse qu'il lui ait demandé de faire ce travail. La brillance et la densité du minerai d'Ildret sont parfaites, alors elle est vraiment heureuse qu'il ait pu trouver quelque chose comme ça. Grusas lui demande de se ressaisir, mais elle lui rappelle qu'il pleure aussi comme un bébé. Cette fois, au lieu de se battre ou de se disputer à ce sujet, ils se serrent simplement dans les bras l'un de l'autre et pleurent encore plus. Takeru est juste content qu'il soit satisfait, et Grusas lui dit qu'il n'a jamais vu autant d'Ildrit au même endroit en 120 ans. Pendant qu'il pleure, Takeru ne sait pas quoi faire parce qu'il savait que la qualité était élevée, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi ému. Même les résultats du scan disent que l'Ildret est un matériau de rang imparfait, mais on ne sait jamais vraiment si c'est ce que le client recherche. En fin de compte, ce qui compte plus que la valeur marchande, c'est de leur donner exactement ce dont ils ont besoin. Takeru réalise qu'il commence enfin à être fier d'être un récolteur et cela le rend un peu heureux. Quand elle arrête finalement de pleurer, Ribble lui dit qu'avec autant de pierres, il n'y a aucun moyen qu'il puisse le payer suffisamment. Takeru leur rappelle qu'il veut juste qu'il fabrique une paire de ciseaux sur mesure juste pour lui afin qu'il puisse régler cette partie plus tard. Pour l'instant, il veut juste qu'ils utilisent ces pierres et forgent une épée si bonne qu'elle remporte le premier prix à la vitrine. Ribble et Grusas essuient immédiatement leurs larmes, maintenant plein de détermination pour gagner ce prix. Le temps passe et 15 jours plus tard, Takeru est heureux de profiter d'un verre. Quand Wade s'approche soudainement de lui avec des nouvelles, disant qu'il le cherchait. Il lui donne une lettre et l'informe qu'il a reçu une convocation de quelqu'un d'important. Takeru est un peu surpris et Clay lui dit qu'à en juger par le sceau de cire, c'est le blason de la maison Lucebach. Wade clarifie que c'est du seigneur du territoire de Lucille où se trouve Belkaïm. Takeru ne semble pas très enthousiaste d'entendre cela parce qu'un seigneur territorial ressemble à des ennuis qui attendent de se produire. Il essaie de prétendre qu'il sent soudainement un mal de ventre arriver demain, mais Clay lui demande d'arrêter de faire des excuses pathétiques. Wade lui dit rapidement que Belminan peut être un noble, mais il n'est pas du genre désagréable. Dans cet esprit, Takeru décide de lire la lettre, qui est une invitation pour lui et Clayston à visiter le manoir Lucebach. Wade explique que la nouvelle est parvenue au seigneur qu'ils ont formé une équipe, alors il a décidé de convoquer toute la brigade au lieu d'un seul membre. Takeru n'est toujours pas convaincu, et il dit que cela ressemble à une excuse pour autre chose. Clay est d'accord, disant qu'il aurait pu simplement dire qu'il veut voir le jeune dragon. Cela inquiète Takeru en pensant à la possibilité qu'il essaie de lui prendre Bee. Wade l'assure qu'il n'est pas ce genre d'homme et qu'il n'a pas ce genre d'autorité de toute façon. Clayston confirme cela et dit à Takeru que si ce seigneur essayait de saisir Bee, il sortirait simplement de Belkaïm à ses côtés. Takeru lui dit avec enthousiasme qu'il devrait plutôt se diriger vers la côte et prendre du sashimi frais pendant qu'ils y sont. Dans cet esprit, Takeru est finalement convaincu. Alors, il se dirige bientôt vers le manoir dans une calèche chic de noble. Il n'est pas très ravi de voir l'horrible quantité d'attention qu'ils reçoivent dans cette calèche, mais Clay explique qu'être convoqué au manoir d'un seigneur est le rêve de tout aventurier. Après tout, si le seigneur décide de soutenir quelqu'un, cela change tout. Donc, même un aventurier rude et agité gagne en crédibilité avec un garant noble. Une fois que Takeru comprend cela, la calèche entre finalement dans le quartier noble, et il est choqué de voir que c'est tout un château. Lui et Bee fixent le bâtiment avec admiration, et peu de temps après, ils sont accueillis par un majordome nommé Raymond qui leur dit qu'il les guidera à travers le domaine. À l'intérieur du manoir, une formation de servantes les accueille également, et Takeru est impressionné de voir qu'aucune n'a un seul pas de travers. Quelques secondes plus tard, une jeune fille s'approche soudainement d'eux pour voir le dragon. Elle dit qu'elle s'attendait à un peu plus d'intelligence dans ses yeux, mais c'est acceptable. La fille demande simplement à Takeru de le lui remettre, affirmant que le dragon lui appartient. Cela choque à la fois Takeru et Bee, qui se cache rapidement d'elle derrière son épaule. Takeru lui dit que ça n'arrivera pas, mais la jeune fille ne comprend pas un mot de ce qu'il a dit, même si on pourrait dire la même chose. Elle explique que les dragons sont des créatures nobles, ce qui signifie que seul quelqu'un d'aussi noble qu'elle est digne d'en posséder un. Sachant qu'il est inutile de parler logique avec elle,
Takeru décide d'utiliser Scan et découvre que cette fille est Thierry Marc Lucebach. C'est une fille de 14 ans et la fille unique du comte Belminant Lucebach, le seigneur du pays. Thierry fréquente apparemment actuellement un pensionnat dans la capitale royale, mais elle est à la maison en vacances. Takeru ne sait pas comment il devrait gérer un enfant déraisonnable comme elle, mais il s'agenouille devant elle et opte pour une approche douce, lui demandant gentiment pourquoi elle croit avoir droit à ce dragon. Thierry est un peu surprise par son approche, alors elle explique simplement que Bernard lui a dit qu'il y a un aventurier qui garde un dragon, alors elle devait naturellement l'avoir. Il a aussi dit que lorsqu'on traite avec des aventuriers grossiers et ignorants, on doit rester ferme et agir avec dignité pour les faire obéir. Takeru comprend rapidement que Bernard est le coupable, mais il ne sait même pas qui ils sont. Cela mis à part, Takeru lui dit que Bi fait partie de sa famille, alors il ne peut pas le remettre à qui que ce soit. Thierry est surprise d'entendre cela, alors elle demande au dragon si c'est vraiment son nom, et Bi le confirme avec un pépiment. Elle ne s'attendait clairement pas à ce qu'il réponde à sa voix, alors Takeru l'informe que Bi peut comprendre le langage humain. Thierry commence rapidement à se sentir coupable, ne sachant pas quoi faire parce qu'elle a parlé cruellement aux deux sans même penser à leur lien. Elle décide de s'excuser pour son comportement, et Bi lui pardonne facilement, s'approchant maintenant d'elle avec un peu plus de confiance, même s'il le regrette bientôt quand la fille le serre soudainement dans ses bras, ne le laissant pas respirer. Takeru lui demande pourquoi elle veut un dragon si désespérément. Et l'expression de Thierry devient légèrement triste alors qu'elle explique qu'elle voulait le montrer à sa mère. Avant qu'elle ne commence à pleurer, son père apparaît finalement et Takeru est choqué de voir que ce bel homme est le seigneur comte Belminant Lucebach parce qu'il a l'air beaucoup trop jeune pour cela. Belminant s'approche de lui, supposant qu'il est le récolteur dont il a entendu parler. Après une bonne introduction, il s'assoit pour prendre le thé, et Belminant s'excuse pour le comportement de sa fille plus tôt puisqu'elle a été terriblement impolie avec lui. Takeru lui demande de ne pas s'inquiéter à ce sujet et Clay lui demande quelle affaire les amène ici. Belminant les informe qu'il n'y a qu'une seule raison pour laquelle il les a convoqués tous les deux parce qu'il y a quelque chose qu'il doit leur demander. Clayston le regarde avec incrédulité, sachant déjà ce qu'il va dire. Avec une expression triste, Belminant admet qu'il s'agit de sa femme, et Clay dit à Takeru que la dame est alitée depuis près de 6 mois maintenant. Belminant explique que pendant ce temps, il a entendu des rumeurs sur Takeru puisqu'on dit qu'un locataire fragile dans le quartier de Bozo a soudainement retrouvé la santé un jour grâce à son travail. Takeru admet maladroitement que c'était probablement lui. Alors Belminant le supplie d'utiliser son pouvoir remarquable pour sauver sa femme. Takeru y pense et il sait que sa magie est assez forte pour faire évoluer Clayston. Mais s'il gâche l'équilibre, personne ne sait ce qui pourrait arriver. Belminant lui dit que Thierry voulait un dragon à cause de sa mère parce que dans quelques jours elle devra retourner à la capitale royale pour l'école. Elle pensait que si une adorable créature restait au chevet de sa mère, cela pourrait remonter son moral ne serait-ce qu'un peu. Takeru est surpris de découvrir ses raisons et Belminant l'assure que aussi stupide qu'elle puisse être, son cœur est vraiment bon. Clay perd son sang-froid et commence à sangloter, disant que Thierry est en effet une fille gentille. Ses larmes choquent complètement Teru et le fait que Clay le regarde comme ça lui fait croire qu'il essaie de le culpabiliser pour qu'il dise oui. Bi sanglote aussi de manière incontrôlable, mais Takeru a encore des doutes parce que Belminant est un noble, ce qui signifie qu'il suffit d'un faux pas pour qu'il soit dans les ennuis jusqu'au cou. Avant de lui donner une réponse, Takeru demande à voir sa femme, mais Belminant suppose qu'il accepte sa demande. Voyant l'espoir dans son expression, Takeru se réprimande de ne pas avoir été assez clair et n'a pas d'autre choix que de continuer. Belminant le guide à travers le château. Et une fois qu'ils sont dans la chambre de sa femme, Takeru peut instantanément dire que l'endroit n'a pas été aéré depuis des jours. Même Bi ne peut s'empêcher d'éternuer à cause de la grande quantité de poussière dans la pièce, mais Takeru l'ignore pour se concentrer sur le problème. La femme de Belminant lui demande ce qui l'amène ici, et il lui dit qu'il a amené l'homme qu'il a mentionné auparavant, celui qui est censé guérir la maladie avec un pouvoir mystérieux. Une fois que Takeru la voit en personne, il est choqué de voir l'état déplorable de son corps et à quel point elle a l'air faible, mais il ne peut se résoudre à dire quoi que ce soit. Belminant lui demande de s'approcher, mais avant de faire quoi que ce soit, Takeru demande s'il pourrait peut-être éclaircir un peu la pièce. Belminant explique que sa femme est sensible à la lumière du soleil, alors ils ne peuvent rien faire de tel. Cela étant clair, Takeru décide de jeter un œil et s'approche finalement de la femme pour voir son état. Il utilise silencieusement Scan sur elle pour tout savoir sur sa santé et sa capacité l'informe que la femme de Belminant est Ahmed Muriteria, dame Lucebach, une femme de 32 ans. Elle est l'épouse du comte Lucebach et la fille aînée du vicomte Cordelius. Cela mis à part, Takeru voit qu'elle a des cataractes complexes, un trouble de la marche, une anémie, un trouble rénal, un empoisonnement à l'ivoire et d'autres complications. Il est clair qu'elle est criblée de maladies. Alors, il dit à Belminant qu'il peut probablement traiter les symptômes tels que la sensibilité à la lumière, les douleurs articulaires, les maux d'estomac, les vertiges et des choses comme ça. L'expression de Belminant se remplit d'espoir, mais malgré l'air heureux qu'il a, Takeru sait qu'il y a plus. Il n'a jamais entendu parler d'empoisonnement à l'ivoire auparavant, et c'est quelque chose clairement préoccupant dans ce cas. Malgré cela,
il sait que même si sa magie ne peut pas guérir cela, guérir le reste devrait quand même aider au moins. Clay remarque son expression inquiète et lui demande ce qui ne va pas, mais Takeru ne répond pas et dit à Belminant que tout se résume à la confiance ici. Il n'est après tout qu'un aventurier inconnu, alors il a besoin de savoir s'il mettrait vraiment la vie de sa femme entre ses mains. Belminant hésite après avoir entendu cela, mais Muriteria dit qu'elle fera ce que son mari décidera, et elle ne s'attend pas à un miracle. Mais si elle pouvait juste tenir Thierry dans ses bras à nouveau, cela seul suffirait. Belminant pleure avec sa femme, mais malgré les larmes dans ses yeux, son expression est pleine de détermination. Alors il demande à Takeru de sauver sa femme. Cette réponse suffit à Takeru pour être déterminé. Alors il décide finalement de le faire.